Salam, salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé. Voilà, aujourd'hui on se retrouve à Dakar, chez nous. Voilà, chez nous dans notre stade, avec encore une fois un nouvel invité de prestige. On a eu l'occasion la dernière fois, Amiens, d'accueillir sur la chaîne Aliou Cissé, avec lequel on a discuté pendant 1 heure. Aujourd'hui, on accueille un de ses défenseurs, un joueur que moi j'apprécie beaucoup, avec une très belle carrière. Et aujourd'hui, on aura l'occasion de passer à travers pas mal de choses. Donc Moussa, comment tu vas? La santé, la famille, est-ce que tout va bien déjà? Bah écoute, bonjour à tous. Merci beaucoup déjà Stan pour cette invitation. Écoute, je me sens très bien, ça va très bien, la famille va très bien, donc alhamdoulilah comme on dit, et c'est le principal. Et aussi très content de faire ça avec toi ici au Sénégal. Je pense qu'il n'y avait pas meilleur lieu pour le faire. Ouais, en plus de ça, on a une très belle journée aujourd'hui, franchement, ensoleillé, il fait chaud. Donc du coup, on va aller directement dans le vif du sujet. Tu vois, il y a pas mal de gens peut-être qui ne te connaissent pas dans le détail. Ok. Tu as eu l'occasion de faire pas mal de clubs dans ta carrière. Tu as eu l'occasion de faire Metz, de faire Valenciennes, d'aller en Allemagne à Mayence. Si tu devais résumer un tout petit peu ta carrière, ton cheminement, comment tu es devenu professionnel, c'était quoi le chemin en fait? Ok, bah écoute, moi je suis du nord de la France, Ah ouais. donc je suis vers Lille. Ok. Donc j'ai fait, on va dire, toutes mes classes footballistiques là-bas. Mhm. Donc j'ai commencé très très petit dans mon petit village où j'ai grandi qui s'appelle Comines. Mhm. Je fais 2 ans en débutant et après très vite j'ai signé au LOSC. Donc j'ai signé au LOSC à mes 7 ans et où je suis resté au LOSC de mes 7 ans à mes 15 ans. Ok. À mes 15 ans, bah, le LOSC m'a pas conservé, tout simplement. Ils ont pas donné suite. Est-ce qu'il y avait une raison particulière? Tu sais, par exemple, tu me dis ça et je trouve ça drôle parce que récemment, je regardais par exemple, je pense que c'est Jules Koundé qui en parlait en disant qu'il a dû travailler super dur parce qu'à un moment donné, quand il est arrivé, je pense, à Bordeaux, Ouais. bah, c'était le seul centre de formation qu'il voulait de lui Ouais. et il n'avait pas forcément, en fait, il dit les qualités des autres. C'était quoi? En fait, comment tu ressens ça quand tu es jeune? Tu as envie de. Tu vois, t'as envie d'arriver à ce niveau-là et on ne te conserve pas. Bah, c'est vrai que j'ai vu un peu ce que Jules a dit et je m'y retrouve un peu dans ses propos. Bah, écoute, c'est vrai que c'était pas évident. Je vais pas te mentir, c'était pas évident parce que quand ça fait 8 ans que tu es dans un club, tu as cette routine d'un club professionnel et tout d'un coup tu dois partir de ce club-là, c'est pas évident. Tu es contraint à partir. Et surtout pour les raisons qu'on te donne, qui est tout simplement que tu n'es pas assez bon au foot. Donc c'était pas évident. Surtout, il y a une manière dont ça se passe. Et à cet âge-là, je pense qu'il faut être solide parce que les clubs sont pas sont pas là pour être sympas, mais c'est pas évident. Voilà, et pour expliquer un peu, parce que les gens ne comprennent pas toujours comment ça se passe. En fait, chaque fin d'année dans un club professionnel, quand tu es jeune en pré-formation, en formation, on te réunit avec tes parents. Tu t'assois et on t'explique si tu vas être conservé l'année d'après ou pas. En fait, c'est le conseil des classes, quoi. Est-ce que tu redoubles ou est-ce que tu passes en classe supérieure? Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça parce que à ce moment-là, je suis en troisième. Yeah. Donc c'est quand tu dois passer en seconde. Il y a le conseil de classe côté scolaire et côté conseil de classe, on va dire un peu footballistique. Yeah. Mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est assez drôle. Et au niveau scolaire, tu sais que tu vas passer. C'est pas là où tu as le plus de stress, c'est plutôt au niveau footballistique. Donc tu y vas, tu te pointes. Et moi, je me suis pointé avec ma mère. Et en face de moi, il y a le coach que tu as à ce moment-là en U15. Il y a le directeur on va dire pas du centre de formation, mais de l'école de foot qui est là, ils sont en face de toi et qui t'explique. Et moi, ça s'est passé comme ça, c'est assez incroyable. Et il y avait le coach n'a pas dit un mot. Parce que je jouais les matchs avec lui, j'en soutenais très bien, mais c'était plutôt le coach, le directeur de l'école de foot qui s'est pointé comme ça. Et il a dit Moussa, il m'a posé des questions, il m'a dit Moussa, qu'est-ce qu'il faut pour être professionnel? Et c'est un truc qu'on avait appris un peu très scolaire, qu'il fallait le physique, qu'il fallait la tactique, la technique et le mental. Ok. Donc il enchaîne, donc je lui dis, il me dit, bah, écoute Moussa, on voit que techniquement c'est un peu compliqué, tu vois, tu as un peu de mal, comparé à certains autres joueurs, tu as un peu, pas de retard, mais voilà, techniquement t'es pas... Moussa, tu es d'accord avec moi que t'es pas au top. Tu vois. Et tu vois, à cet âge-là, tu n'as pas le caractère pour ta famille pour dire non, je suis pas d'accord avec vous. Ouais. Tu vois, bah, du moins, moi je l'avais pas. Aujourd'hui, c'est très facile pour moi, mais à cet âge-là, je l'ai pas du tout. Donc je confirme un peu ce qu'il dit. Après, il me dit, regarde Moussa, physiquement, pareil, c'est un peu compliqué. Il sort mes tests physiques, de tests de VMA, d'endurance. Il sort mes tests de vitesse. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais lent. Comparé à aujourd'hui, j'étais vraiment très lent. Surtout, eux, ils disent souvent qu'à cet âge-là, 15-16 ans, soit t'es rapide, soit t'es lent. Okay. Mais tu pourras plus progresser là-dessus. C'est ce qu'on dit, c'est ce que du moins ils disaient à l'époque. Et je pense qu'on a pu prouver qu'ils avaient tort, on va dire là-dessus. Yeah. Et après, il restait la tactique. Niveau tactique, il trouvait aussi que c'était compliqué, que j'étais pas aussi au niveau. Donc et moi, j'étais là, je dis ok, si vous le dites quoi.
Et après, il enchaîne sur le dernier aspect qui est l'aspect mental. Et je ne vais jamais oublier ce jour-là de ma vie parce qu'il y a ma mère qui l'interrompt. Ma mère l'interrompt parce que ma mère ne connaît pas trop le foot. Ouais. Mais là, elle ne s'est pas permis de l'interrompre. Elle lui dit, par contre, osez dire que mon fils, Il n'a pas le mental. il n'a pas le mental, vous allez Ouais, voir. c'est ça. La menace du futur. Et tu connais les vraies mamans sénégalaises, Ouais, elles les ne darons, rigolent pas là, avec ça. vraiment. Shout out à elle. Ah, voilà. Shout out à la maman. Salut maman. Et donc elle dit, osez dire que mon fils n'a pas le mental, vous allez voir. Et là, il s'arrête, il dit, ah non, non, ça, Madame Niakate, vraiment, là-dessus, il n'y a rien à dire. Moussa, c'est franchement, mentalement, tout le monde l'aime bien, il est toujours là, se donner à fond. C'est un vrai capitaine dans l'équipe, etc. Tout le monde l'aime beaucoup. Mais bon, on est quand même tous d'accord pour se dire que remplir un critère sur 4, c'est pas suffisant. Donc voilà, on va pas donner suite avec Moussa. Et après, il sort mon dossier scolaire. Il voit que j'ai des notes pas mal selon lui. Il dit, bah voilà, vous voyez, regarde, Moussa, il a des bonnes notes. Et vous savez que si nous, Moussa devient footballeur ou il devient pompier, on aura réussi parce que ça deviendra un homme bien. Et donc là, ma mère est choquée, elle lui dit, mais vous savez que c'est pas vous qui allez décider que mon fils doit devenir professionnel ou pas. Donc ça veut dire peut-être ça se finit au LOSC, mais il n'y a pas que le LOSC. C'est pas une fin en soi, quoi. Tout à fait. Donc je vous interdis de dire ce que mon fils va devenir, qu'il va devenir pompier ou pas. C'est pas vous qui allez décider. On dit, pas de souci, je prends mon fils, on sort du LOSC, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas vous qui allez décider du destin de Moussa. Et donc moi, j'étais là, et après, ma mère, elle a dit, Moussa, on se lève, on part. Donc c'est comme ça que c'est passé. Donc quand j'ai pas été conservé par le LOSC, et à ce moment-là, je repasse par une classe amateur, un club qui s'appelle Wascal. Okay. Dans le Nord, même en France, c'est un club très connu pour développer les jeunes, un peu soit de quartier ou il y a Alassane Plea qui est passé par ce club. Okay. Il y a Arthur Maswaku, le Congolais, le latéral gauche congolais qui est à Beşiktaş aujourd'hui, qui est passé par ce club. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par ce club. Et donc je suis repassé par ce club-là, par la case amateur. Et sincèrement, ça m'a fait du plus grand bien. Mais à 15 ans, tu vis ça comment en fait? Parce que là, tu passes de allez, je suis au LOSC et tu vois l'équipe première. On est en quelle année là? On est en 2011. C'est l'année où le LOSC est champion de France. C'est pour ça que je te pose quelle année. L'année où Moussa Sow est meilleur buteur de la Liga. Exactement. Il y a Eden Hazard, Gervinho. L'équipe est exceptionnelle. Adil Rami, Chedjou. Donc toi, tu es là et tu te dis, ouais, c'est là où je veux aller, c'est ce niveau auquel je veux atteindre. Et là, on te coupe l'herbe sous les pieds. Et là, tu te retrouves en fait à un niveau plus bas. Exactement. C'est bien ça. Exactement. Donc ton mental finalement, quand la maman elle disait que ouais, ne dites pas que mon fils il a pas de mental finalement, bah, elle avait raison parce que le boy il a du mental finalement. Parce que revenir en bas pour après essayer revenir au niveau auquel tu es arrivé, ça n'a pas dû être simple. Ça n'a pas dû être simple, mais c'est vrai que le mérite aussi je le dois aussi à ma famille. Okay. Parce qu'à ce moment-là, c'était pas évident aussi pour moi de quitter mes potes. 8 ans, c'est quand même 8 ans de ta vie. C'est une routine aussi d'être dans un club professionnel. Et un club professionnel, ça engendre tout. C'est structuré, c'est routinier. Et repasser par classe amateur, tu dis, waouh, à 15 ans, sachant qu'on sait très bien qu'à cet âge-là, à 17-18 ans, les gens commencent leur match en professionnel. Ah ouais, tout à fait. Tu dis, mais c'était dans 2-3 ans. Et dans 2-3 ans, je me projetais à. Et finalement, carrément, là, c'est vrai que tu te dis, ça va être compliqué de percer. Donc, je repasse dans la classe amateur. Au début, les débuts ne sont pas très simples parce que faut se remettre dedans, tu sais, c'est un club pas professionnel, donc il y a des choses que tu vois dont tu n'as pas l'habitude, en fait, les retards, un certain confort, voilà, et même d'un cadre. Ah oui, une certaine discipline. Exactement. Et là, la discipline, là, elle est facultative. Un peu, mais la chance que j'ai eue, j'ai peut-être perdu ce côté un peu plus professionnel, mais j'ai gagné un club familial. Ok, et ça n'a pas de prix, avec des coachs qui te donnent la confiance. Et le souci qui s'est passé, au LOSC, j'étais très robotisé. Okay. C'est-à-dire qu'on te dit, on te forme, donc tu es comme ça, c'est comme ça, fais la passe à lui, fais ci. Et moi, je manquais un peu de personnalité, dans le sens où le coach me disait quelque chose, je le faisais. Fais la passe à lui, fais droite-gauche, fais droite-gauche, fais la passe à lui, je fais la passe à lui. Et quand après, je me dis, attends, je fais tout ce qu'il me demande de faire, et il ne me conserve pas, je dis, mais il y a un souci là. Ouais. Et quand tu repasses dans la classe amateur, tu te dis, mais attends, il y a un souci, Moussa, tu as fait ce qu'on te demande, on ne te conserve pas. Et ce qui m'a fait le plus grand bien, c'est les clubs à Wascal, justement, qui viennent et te disent, hey, tu as des qualités. Joue et fais-toi plaisir. Lâche-toi. Lâche-toi. Et en fait, un club comme Wascal, c'était magnifique. Pourquoi? Parce que c'est un club vraiment multiculturel. Dans le nord de la France, il y a des villes comme Roubaix, Tourcoing, des villes un peu, on va dire, c'est vrai, un peu compliquées. Et il y a beaucoup de personnes de quartier, beaucoup de personnes issues de l'immigration qui viennent de là-bas. Il y a énormément de Sénégalais, il y a énormément d'Algériens, il y a énormément de Marocains. Et donc, les meilleurs joueurs de la région vont dans ce club-là. Okay. Mais il y a aussi une ville comme Marc-en-Barœul, c'est on va dire une ville beaucoup plus bourgeoise. Ouais, je comprends. Donc on va dire il y avait ce club multiculturel qui se transformait.
Aussi un mix dans la société aussi, mix dans la ce qui est super société, cool un en fait. mix dans la religion, un mix dans la ça couleur bien. de peau. Et c'est ça qui constitue ce club-là, qui est un club tout simplement magnifique. Parce que voilà, tu retrouves goût à la vie, au football, pas à la vie, mais plutôt au football, au goût d'avoir envie de jouer avec des gens d'environ complètement différents, mais qui constituent une équipe. Et ça m'a fait le plus grand bien en fait. Avec des coachs qui donnent une totale liberté, mais on a quand même un très bon niveau. C'est-à-dire certes, on est en jeune. L'équipe senior était à cette époque-là en 4e ou 5e division française. Mais au niveau jeune, dans le championnat, on jouait le LOSC, on jouait Lens, on jouait le PSG, on jouait Rennes. Donc finalement, tu as rejoué contre Lille. Exactement. Ah ouais. C'est ça qui s'est passé. La rencontre, elle était comment En fait, moi, du coup, très vite, j'ai été surclassé parce que très vite après, j'ai repris ma carrière en main. Et donc, du coup, dans le championnat, j'avais le PSG, j'avais le LOSC, j'avais Lens, j'avais Rennes, j'avais Le Havre. Et donc, j'ai rejoué contre mes potes du LOSC. Et c'est très bien parce qu'on avait gagné tout ça. Donc, c'est toujours. Et le coach en face, c'était le coach qui m'avait pas conservé. En fait, la vie, c'est une histoire. La vie, c'est comme ça, hein, la vie. C'est toujours comme ça, mais sans aucune rancune. Hein. Non, Sans mais la aucune vie, rancune. elle est comme ça. La vie est assez drôle, en fait, tu vois, assez drôle. Mais je veux dire, ce club-là m'a fait du bien parce que j'ai repris confiance en moi. Je me suis dit, vas-y, Moussa, lâche-toi. Et à ce moment-là, j'ai découvert que je sais dribbler. Je sais enrouler. En tant que défenseur, je dis, mais je suis capable de faire ça. Et là, j'ai repris goût au football et j'ai vraiment pris confiance en moi. Et après, donc, j'ai fait qu'1 an là-bas. J'ai fait 15 ans, je suis parti dans un club semi-professionnel qui est Boulogne-sur-Mer. Ok. À ce moment-là, il est en national, dans la 3e division française. Donc, je suis toujours avec les 17 ans. Et très vite, c'est pareil, j'arrive à aller avec les U19 nationaux. Les U19 nationaux, c'est le même championnat que je t'ai décrit tout à l'heure. PSG, Lille, Lens. Mais toujours, j'étais surclassé en fait. J'ai cette chance de jouer avec les plus vieux. Et pareil, donc en fait, je rencontre Valenciennes. Un match où on perd 3-0 à Valenciennes. Et je te parle sérieux, je ne suis pas incroyable. Je ne fais pas un top match. Moi, je me trouve même pas très bon. Mais à la fin de ce match-là, il y a le coach de Valenciennes, qui s'appelle David Le Frappeur. Il vient et il dit ce gars-là, je le veux. Donc ne m'explique pas ce qu'il a vu, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il a vu parce que je dis j'ai pas fait une top performance, mais il a dit ce gars-là, je le veux. Il a vu un truc que les autres n'ont pas vu en fait. On ne sait jamais, c'est comme ça. Moi je ne comprenais pas comment après cette performance, il pouvait me vouloir, j'ai pas bien compris. On peut être d'accord que ce jour-là, tu as fait une perf de tocard. De tocard fort. Ok, c'est bon, on est d'accord sur ça. On peut le dire. Non, une performance de tocard fort. Mais je ne sais pas, il a vu quelque chose, donc ils m'ont appelé en test. Je suis parti en test. Même en test, j'ai pas été incroyable, sincèrement, parce que j'étais 3 jours à l'entraînement avec les joueurs de Valenciennes. Il y avait de la routine qui était des entraînements qu'ils avaient l'habitude de faire, pas moi du tout, donc c'était un peu compliqué. Et après, ils ont décidé de me revoir sur un match. Un match amical organisé. Et après, le match, tu connais, il n'y a pas de règle, hein, c'est 11 contre 11, il n'y a pas de touche limite, il n'y a pas de tout ça. Et après, là j'ai ma chance, j'ai fait un bon match et ils m'ont pris. Et t'ont pris. Donc c'est comme ça que je signe à Valenciennes. Maintenant, donc, ça veut dire 2 ans. Après que avoir Lille. été recalé par Lille, finalement, ça t'a pris 2 ans. Donc, en fait, ça n'a même pas pris 2 ans parce qu'immédiatement, comme tu dis, tu as automatiquement rebondi dans un environnement qui n'était pas forcément facile, vu les infrastructures que tu as quittées. Parce que le LOSC, voilà, c'est un très, très grand club. Exactement. Ça a toujours été un grand club. Et là, donc, tu quittes ce confort-là. Tu arrives un tout petit peu quelque part où tu es plus confort. Donc, du coup, peut-être ça te motive encore plus, ça te repousse dans tes retranchements. C'est ce dont j'avais besoin en fait, est-ce qu'on peut dire que Moussa était peut-être, peut-être trop tranquille, peut-être que tu te disais que ça allait flow, tu vois, que tout allait bien se passer, que la vie était... Non, parce qu'à Lille, il y avait une énorme concurrence et je ne faisais pas du tout partie des meilleurs. C'est là où je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure avec Jules Koundé. Je n'ai jamais fait partie du haut du panier au LOSC. C'est-à-dire, au LOSC, c'est impossible, il n'y a pas une personne qui a dit ce gars-là va réussir. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire que si tu viens à ce moment-là, tu ne peux pas mettre une pièce sur moi. Il y avait tellement de joueurs talentueux, tellement de joueurs vraiment incroyables à ce moment-là. Tu ne pouvais pas te le dire. Même moi, je ne pouvais pas me le dire. Donc, comment je me disais que j'étais tranquille, mais j'avais toujours cette volonté. Je me battais, ça c'est un truc que j'ai ancré en moi et ça que je ne pourrais pas changer. J'ai toujours compris que je pouvais déplacer des montagnes. Ça, je le savais, mais ce qui m'a manqué à ce moment-là, c'était de confiance en moi, de me lâcher, parce que moi, je blâme jamais les gens. C'est-à-dire, je ne vais jamais dire « Ali ne m'a pas conservé ». Je me regarde moi, je me demande qu'est-ce qui m'a manqué. Et aujourd'hui, l'analyse que j'en fais, c'est ça. C'est de me lâcher, de me faire confiance et de comprendre que j'avais des qualités et de faire la part des choses entre quand le coach te demande quelque chose, il y a faire et faire. C'est-à-dire faire ce qu'il te dit, mais pas sans omettre ta personnalité et ton jeu à toi. Et à ce moment-là, j'étais plutôt trop dans le « elle me dit de faire ça, je le fais ».
Trop robotisé. Mais après, Et c'est avec l'âge aussi. mais tu sais, ça va aussi avec l'adolescence. Je pense Ouais. à l'adolescence qu'on se cherche aussi. Moi, je me suis Exactement. beaucoup cherché à Ouais. l'adolescence. C'est ça, je pense. 14 ans, 15 ans, 16 ans. Je savais même pas ce que je voulais faire. Je savais même pas qui j'étais. Je pense que je connaissais même pas ma personnalité réellement, en fait, tu vois, à ce temps-là. Mais plus tard, effectivement, c'est venu. Là, je me rends compte que finalement, t'as pas fait beaucoup de. En fait, finalement, tu es recalé. Tu fais 2 ans. Finalement, c'est quoi? C'est 3 années? Un an à Wascal, un an à Boulogne, Un an à voilà, Boulogne. et j'ai retrouvé une structure professionnelle. Et là, et là, tu reviens au niveau. Exactement, je reviens à Valenciennes, j'arrive à Valenciennes, À Valenciennes. voilà, club professionnel qui est en Ligue 1 en ce moment-là, donc j'arrive en U19, Ouais. et là je comprends que c'est ma chance. Je me dis, ok Moussa, C'est maintenant ou jamais. c'est maintenant ou jamais parce que tu as réussi à revenir où tu pensais ne pas revenir de sitôt. Tu y es, maintenant apprends tes erreurs. Les erreurs que tu as commises avant, ne les refais pas, c'est-à-dire fais-toi confiance, gère-toi, comme tu aimes bien dire. Et voilà, et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça que je me suis dit. Et c'est ça que j'ai fait. Et c'est là où je suis fier de moi parce que je me dis, Moussa, tu as fait ce que tu devais faire. Après, ça réussit pas, c'est autre chose. Mais tu as fait ce que tu devais faire. Et voilà, donc j'arrive à Valenciennes en U19. Et très vite, et là, ça se passe hyper vite. Dès même pas 2 mois que je suis à Valenciennes, la Ligue 1 m'appelle déjà pour faire quelques séances d'entraînement. Ah, ok, d'accord. Ça va à une vitesse impressionnante. Ok. Ils m'appellent déjà pour faire. Quand ils ont besoin d'un défenseur, ben, ils m'appellent moi. C'est cool ça. Alors qu'il y a des joueurs qui sont en réserve, qui sont plus âgés que moi. Mais très vite, ils m'appellent moi, tu vois. Mais malgré ça, j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Et le club me le fait comprendre. Et ce coach-là, quand je te dis David Le Frappeur qui m'a pris, il me le fait comprendre très vite. Il me dit, Moussa, si tu vas en pro, c'est que le club te fait confiance, mais tu as encore beaucoup à travailler. Notamment, c'était sur l'aspect de coordination technique, c'est-à-dire être plus fluide dans mon jeu, droite, gauche, gauche-droite, des choses simples, mais que moi, j'avais besoin de plus travailler. Donc, c'est-à-dire que c'est ça qui était incroyable, et j'en discutais même hier avec quelqu'un. Le lundi, j'étais capable d'aller m'entraîner avec la Ligue 1. Le mardi, m'entraîner avec la réserve. Le mercredi, m'entraîner avec le 19. Et le jeudi, écoute bien, être sous-classé. Repartir avec les. Moi, je suis génération 96. Ah ouais. Partir avec les 87, 98, 99. Ok, d'accord. Et à ce moment-là, il y avait par exemple Dayo Upamecano. Oui. Il était à Valenciennes à ce moment-là. Ok. C'est qui est né en 98. J'allais m'entraîner avec cette génération-là. Ok. Tous les jeudis, parce que justement, ils avaient identifié que j'avais un manquement. J'avais des manquements encore, que ce soit l'aspect technique, l'aspect fluidité du corps aussi. Ouais, parce qu'il m'expliquait que le foot, c'était comme une danse aussi. Non, il faut se lâcher, tu vois. Exactement. C'est ça. En fait, que tout soit plus fluide dans mon jeu. Le flow. Exactement. Que ce soit plus fluide, moins concentré, plus fluide. Et j'avais besoin de travailler tout ce qui est coordination technique. Et j'étais pas le seul joueur dans ce cas-là, on était au moins une dizaine de joueurs. Et j'y allais tous les jeudis. Et c'est là que j'en discutais hier avec quelqu'un, ici au Sénégal. C'est que moi, j'ai pas pris ça comme sanction. Parce que c'est pas évident, t'arrives à 17 ans, Gars, franchement, tu repars avec les plus jeunes, Ouais, t'es capable d'aller t'entraîner en pro 3 jours avant. C'est- Et tu vois, il y a l'ego qui Moi, peut à un moment toucher. donné, j'aurais dit, bon, les gars, c'est bon, moi, j'en ai marre, là. Je suis prêt à jouer, là. Je veux dire, c'est quoi le problème? C'est ça. C'est l'ego qui peut te toucher de ça. Mais moi, je l'ai pas pris comme ça. En fait, je l'ai pris comme une. Je me suis dit, en fait, très bête, très simplement, quel est le but du coach de me faire redescendre? Quel est son but de m'humilier? S'il le fait, c'est que c'est pour moi. C'est que je dois bosser des choses que lui a vues. Totale confiance. Et j'y vais. Et c'est là où il y a eu une petite différence entre moi et les autres 8 joueurs qui y allaient. On était peut-être 2 à y aller vraiment avec la volonté de progresser. Les autres, ils ont vraiment pris ça comme une humiliation en mode, mais ils sont sérieux, ils me prennent pour qui? Moi, je suis un petit peu. Ouais, je m'entraîne avec les petits, tout ça. Et c'est ça qui fait peut-être un peu la différence. C'est que moi, j'y allais vraiment pour progresser. J'ai eu totale confiance, aveugle à mes formateurs. Et j'y allais. Et cette expérience-là que tu as eue, en fait, et que tu as vécue, parce qu'une fois, on a eu cette discussion-là, et tu me disais que tu parles beaucoup avec les nouveaux jeunes de l'équipe nationale, finalement. Ouais. Et il y en a certains qui sont un peu dans cette situation-là aujourd'hui, qui viennent d'arriver en équipe. Je pense à Mika et tout, qui, voilà, de temps en temps, tu arrives en équipe A du Barça et on se dit, allez, vas-y, tu vas truc. Après, tu redescends. Et après, tu vois, à un moment donné, il y a cet ascenseur-là. Et je suis sûr que, j'imagine, tu as beaucoup d'expérience à partager avec tes jeunes frères. Peut-être en leur donnant des conseils par rapport à, j'ai envie de dire un tout petit peu, à la résilience, C'est ça. à ce que ça prend en fait pour devenir professionnel. Parce qu'on se rend compte finalement que c'est pas tout le monde qui se lève un bon matin, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là à 16 ans d'arriver en équipe A, comme on a vu certains joueurs récemment. Ouais. Il y en a qui ont des parcours un peu plus rocambolesques, mais l'essentiel c'est la finalité. Aujourd'hui, la finalité, Exactement. c'est qu'elle est là en fait. Exactement. Non, mais gars, tu dis les joueurs qui ont 16 ans qui sont déjà en pro. Les Lamine Yamal, Ouais, c'est ça. En fait, il n'y en a pas Des beaucoup. Gavi, des gars qui sont venus de Non, nulle mais part, des ça, Zahir Emery. En fait, c'est ça que je dirais aussi à des gens qui veulent être professionnels.
vous pouvez regarder ces exemples-là parce que c'est toujours bien. Mm. Mais ne prenez pas du tout ces comme ça comme une généralité. Ce sont des cracks, des phénomènes. Ce sont des gens qui sont dans une case à part. Mhm. Ils sont dans un cercle très, très, très fermé. Mais la plupart des joueurs aujourd'hui qui sont pros Mhm. ont un parcours proche du mien. Pas forcément le mien, parce que chacun a son parcours, parce que chacun a son parcours qui est atypique, qui est vraiment personnalisé. Mais voilà, c'est plus un parcours comme le mien où il y a des hauts et des bas, où tu réussis, ou quoi. Les parcours à la Lionel Messi, à la Lamine Yamal, à la Il y en a pas Cristiano. beaucoup, hein. Faut laisser ça. Non, faut laisser ça. Faut laisser franchement. ça. C'est le Hollywood football. C'est Ça- littéralement presque. Ça, en fait, c'est des phénomènes, c'est des gens qui ont quelque chose en plus, et voilà, qui font partie d'un petit pourcentage qui doit s'élever à peut-être 1 ou 2% dans le monde du football. Mais c'est bien de les regarder parce que c'est vraiment inspirant, parce qu'on a envie de voir la suite, on a envie de voir comment Lamine Yamal ou Amara Diouf, parce Oui, qu'on va Amara. prendre Amara qui à 15-16 ans a fait déjà sa première sélection avec le Sénégal. Tu as juste envie d'attendre et de voir c'est quoi la suite. Mhm. Mais c'est vraiment pas facile aussi pour eux parce qu'ils sont très vite, très tôt sous le feu des projecteurs. Ouais. Combien de jeunes joueurs aussi, finalement, regarde, comment il s'appelle, Boyan, Oui. qui devait être le Ah successeur oui, de Boyan Messi. Krikic, je me rappelle. Ah ouais. Voilà, qui devait être le successeur de Et puis, Messi. il a- C'est pas évident. Bah, il a fini à Montréal. Moi, je me rappelle. Ouais, il a fini à Montréal finalement. C'est ça. Ça n'a pas été simple pour lui. C'est ça, effectivement. parce qu'en fait, quand tu connais une étiquette, c'est pas évident non plus. Mais il y en a énormément. C'est même en France, ils ont absolument cherché les nouveaux Zidane. Ils ont essayé de mettre Marvin Martin, ouais, je me Martin, rappelle. que ce soit Samir Nasri, Ouais, que ce ouais. soit Jérémy Ménez, que ce soit Ben Arfa, que ce soit Benzema. Ils ont voulu absolument avoir le nouveau Zidane et ça n'a pas fait du bien à tout le monde. Et c'est même Marvin Martin qui l'expliquait dans une interview il y a. Parce que je pense qu'il avait mis un doublé, je me sa rappelle. première sélection. Et ouais, je me rappelle toujours. Et la une de l'équipe, je m'en rappelle On a jusqu'à trouvé aujourd'hui. notre En nouveau fait. Zidane ou Ah quelque ouais, une chose comme ça. dinguerie. En fait, c'est vraiment pas évident. Mm. Donc mais pour parler de ce dont on parlait, c'est ça. C'est les parcours. Chacun est personnel. Moi, j'ai mon parcours qui ressemble pas forcément à celui d'un autre de l'équipe nationale. Et aujourd'hui, comme tu parlais de Michael, comme tu peux parler d'Amara, eux, ils arrivent très tôt sous les feux des projecteurs. Et je pense qu'il faut aussi savoir les protéger. Ouais, C'est hyper important. Et je pense que, j'ai pas d'inquiétude, je pense que leur entourage, les mecs, que ce soit aussi la fédération sénégalaise, ou même les Sénégalais, parce que les Sénégalais aussi ont une puissance, sauront les protéger pour faire en sorte qu'ils fassent la carrière qu'ils doivent faire. c'est tout le mal qu'on puisse leur souhaiter. C'est ça. Si on revient sur j'ai envie de dire, sur ta première sélection, ton premier match titulaire en Ligue 1, comme dans les jeux vidéo, tu sais, nous on le vit à travers les jeux vidéo, ouais. tu vois, c'est genre, tu joues une carrière de footballeur dans les jeux et après à un moment donné, t'es appelé en équipe, c'est ton premier match là. Ah, c'est pas, mais dans la vraie vie, c'est pas simple que sur les jeux vidéo. Non, c'est comment ça se passe. Ça, je te l'assure. En fait, moi, comme je t'expliquais mon parcours en formation, préformation, j'ai le même en pro. C'est ma vie en fait. C'est-à-dire que moi, ma vie, c'est les hauts et les bas, mais je sais très bien que Moussa Niakhaté, pour réussir, ben, il doit vraiment faire fort, et 10 fois plus que les autres. Et c'est comme ça que j'ai été éduqué aussi. Donc c'est comme ça que j'apprécie. Comme je t'ai expliqué en préformation, ça a été pareil. Après, j'ai réussi à aller très vite avec la Ligue 2 à Valenciennes, faire mes matchs. Et pareil, j'ai jamais été installé direct. J'ai été de ma génération, le premier à être parti avec la Ligue 2, à enchaîner les matchs. À ce moment-là, on mettait beaucoup latéral gauche parce qu'on ne fait pas trop confiance aux jeunes pour être dans l'axe. Ça requiert de l'expérience. Donc je joue à gauche, ce qui m'a beaucoup aidé, mais j'étais en concurrence avec Salou 6. Ah, J'étais en déjà là. Déjà là. Incroyable. Et Salou, c'était le meilleur joueur pour moi de l'effectif. Il était tout simplement incroyable. Bah déjà, la Coupe d'Afrique qu'il nous a fait là, il y a 2 ans, c'était juste exceptionnel. Je veux dire, c'est un joueur, voilà. C'est un joueur exceptionnel. Ok. Salou est un joueur exceptionnel. Je me suis battu pendant des années. Quand je venais ici en vacances au Sénégal, avec ma famille, que ce soit mes cousins, tu connais les critiques sénégalaises, comment ça se passe. Ouais. Et Salou était un joueur très critiqué. Je ne sais pas si tu t'en souviens, vers la période 2018-2019. Tout à fait. Et moi, je leur disais, mais je dis, vous êtes fous. Moi, je suis avec lui au quotidien, vous ne savez pas le joueur que c'est. Ouais. Salou était vraiment très critiqué. Et je suis hyper content, je suis le plus heureux du monde qu'il ait eu cet impact, qui a sûrement été le meilleur joueur sénégalais, je pense, à la CAN au Cameroun. Oui, tout à fait. Mais parce que je le savais, parce que c'est un joueur incroyable. Déjà, c'est une personne vraiment magnifique. Et il a une famille aussi très belle. Et il a une histoire aussi incroyable. Et c'est avec ce jour-là que j'étais en concurrence à Valenciennes. Donc, c'est-à-dire, c'était pas évident. Non, c'était pas évident. Donc, c'est-à-dire, je jouais. C'est le high level là. C'est le high level, mais justement, il n'y a rien de mieux pour progresser. Parce qu'il me prenait comme mon petit frère. Parce que voilà, on est sénégalais et il connaît mon histoire. Et il savait l'attachement que j'ai pour le pays, toutes les discussions qu'on a eues déjà à l'époque. Et j'étais en concurrence avec Salou, mais j'apprenais énormément de lui. Mais le truc, c'est que Salou prenait énormément de cartons rouges.
énormément de cartons rouges. Salut, toi aussi. Il fallait te gérer. Salou prenait énormément de cartons rouges. Donc, c'est-à-dire que j'avais énormément de temps de jeu. Ok. Je rentrais Mais beaucoup pendant est-ce qu'il les faisait pas exprès même? pour me faire croquer le petit Il frère. faisait exprès, il faisait ses débats de Ah bandit, bah, ça. si, c'est ça, merci beaucoup. Hein. Il a fait exprès, là, peut-être. Non, mais c'est ça, mais il prenait énormément de rouge, donc c'est-à-dire que j'étais amené beaucoup à rentrer. Ok. Il prenait des 1 ou 2 matchs de suspension, donc je jouais énormément. Ok. Et après, quand il revenait, il jouait. Et moi, je repassais sur moi. Nice. Mais j'apprenais beaucoup. Et j'avais ces coachs-là qui me faisaient comprendre, Moussa, c'est très bien ce que tu fais, mais on remet Salou. Et je ne l'ai jamais pris comme une sanction, je l'ai pris comme un. Ouais, Salou, c'est le meilleur joueur de l'effectif. Positif. Apprends de lui et tout va bien se passer. Et avec le temps, j'ai tellement commencé à grandir, à faire des bonnes performances, et qu'à un moment donné, ils se sont dit, mais le mec, on peut ne plus le mettre, Moussa. Donc, ils ont trouvé une parade pour mettre Salou au milieu gauche. Ils ont mis Salou au milieu gauche, moi arrière gauche. Et après, c'est là où j'ai vraiment enchaîné les matchs. Tous les deux, on a enchaîné. Ça se passait énormément, vraiment super bien sur le couloir gauche. Et après, à un moment donné, c'est là où le FCMS m'appelle. Et tout m'a été facilité par Valenciennes parce que c'est là où toute ma génération à Valenciennes, on part. Mais moi, ils m'ont le plus facilité. Ils m'ont fait comprendre, écoute Moussa, t'as plus rien à apprendre ici en Ligue 2. Vas-y. Ils m'ont pas dérangé pour le prix du transfert. Je suis parti pour, je crois, 1 million. C'est-à-dire, directement, ça s'est fait hyper vite parce que Valenciennes a accepté. Qu'ils étaient vraiment. En fait, c'est rare aussi parce qu'aujourd'hui, on parle Très rare. cœur, on parle d'argent. Très rare. C'est assez compliqué le C'est monde ça. du foot. Nous tous, on le sait, il y a énormément de montants en fait qui sont en jeu. Exactement. Donc effectivement, de pouvoir penser d'abord à la carrière d'un jeune joueur, surtout avec le parcours que tu as eu, C'est et qu'à un moment donné, quand la Ligue 1, Elle frappe à la porte. elle frappe à la porte, c'est le rêve de tout gosse en fait. Tu dis ouais, moi je veux y aller en fait. J'ai Maintenant, même je pas veux eu battre. jouer. Je veux jouer au Vélodrome, je veux jouer machin, je veux Exactement. jouer, tu vois. Et j'ai même pas eu à me battre. Ah ouais, C'est cool, qu'en ça. fait, Metz est arrivé. Et moi, je trouve que c'est le projet magnifique. Metz qui t'appelle, connaît la filiale entre le Sénégal et Ouais, le tout à Metz. fait. C'est un club que j'ai toujours apprécié. C'est un club qui fait jouer les jeunes. Mhm. À ce moment-là, il y avait Ismaël Assar déjà à Metz. Il y avait Opengate que j'avais Opa, connu, oui. voilà, que j'avais connu à Valenciennes, qui était à Metz. En fait, tout, c'était vraiment le tremplin parfait. Ligue 1, club qui fait confiance aux jeunes. Et voilà, donc Valenciennes m'a facilité. Je suis vraiment reconnaissant face à mon club formateur. Donc je signe à Metz et là, on me fait comprendre directement, c'est en tant que défenseur central, qui est mon poste de prédilection. Je peux jouer à gauche, mais central, je sais très bien que c'est là où je peux faire carrière. Mhm. Et on me fait comprendre au début que j'arrive en tant que 4e défenseur central. Donc on ne m'appelle pas en tant que titulaire indiscutable direct, mais je décide de relever le challenge. Parce que je me dis, avec la détermination que j'ai, aujourd'hui je mets un pied en Ligue 1, qui était mon rêve. Il y a moyen. C'est même pas il y a moyen, c'est que Je vais le faire. Je vais le faire. Comment, je ne sais pas, ça va prendre combien de temps, je ne sais pas. Mais je suis tellement excité, content de ce challenge. Je me dis, je ne sais pas comment, mais en tout cas, je sais que je vais gagner ma place. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je vais gagner ma place. Je suis trop excité, j'ai cette envie de progresser. J'ai cette envie, comme tu as dit, de jouer au Vélodrome, de jouer c'est ça. à Lyon, de jouer au Parc des Princes. Et j'ai déplacé des montagnes. Ouais. Et c'est comme ça que ça se fait. Et finalement, tu fais une saison. Et finalement, Donc ça veut dire que, est-ce que tu as atteint ton objectif à la fin de la saison? Parce que là, après, tu fais une saison et c'est fini. Là. Ça, tu quittes la France c'est ça. En et fait, là, tu vas en Bundesliga. En fait, là, c'est un autre genre. En fait, parce que moi, j'aimerais dire aux gens quand même que dans tout ça, on est dans 4 ans là. Ça se joue en 4 ans là. Ouais, en 3 ans, ouais, 3-4 ans. En 3-4 ans, ce que tu me dis là. Genre, Ça, Dubois qui est assis avec sa maman tranquillement et on Ouais. lui dit voilà, mon gars, c'est dommage, Ouais. tu es un tocard. Ouais. Tu vas devenir, tu vas devoir travailler, aller à l'école et Ouais. te trouver un boulot comme Ouais. le commun des mortels, j'ai envie de dire. Exactement, Donc ta ouais. passion, finalement, bon, ça va être dur que tu la vives. On est Exact. désolé pour toi, mon petit. On C'est- t'aime bien, mais c'est la vie. Exactement. Et donc là, toi, tu te réinventes. Mm. Tu descends bas, Ouais. tu descends plus bas. Comme ils disent, tu reculer pour mieux sauter. Exactement. Donc tu recules de 2 Exactement. pas, mais après tu avances littéralement de 10 pas parce C'est que ça. tu finis à un moment donné en Bundesliga. Ouais. Et là, c'est un autre délire. Là, C'est un autre délire. bah, là c'est un autre délire. Là. C'est ça. Bah, même à Metz, je suis pas censé faire si vite. J'ai fini 4 ans, j'essaie de vraiment un truc. Et comme je t'ai dit, je commence en tant que 4e défense centrale. Et je finis la saison à faire 35 matchs sur 38. Bah, c'est ça que j'ai vu. Tu vois, donc C'est ça que c'est incroyable. Mm. C'est vraiment incroyable. Mais c'est à l'image de ma carrière. C'est le destin. C'est vraiment à l'image de ma carrière. Et au début, je joue pas trop. Et en fait, j'ai cette chance de jouer contre Monaco, qui est champion de France. Mhm. Et je fais un top match, je crois, vendredi soir sur Canal+. Ah, tout le monde a vu. C'est ça, en fait. C'est ça qui se passe. Je fais Le prime time, les gars, c'est C'est- important de performer lors des matchs prime Mais time. c'est exactement ça. C'est que le coach me met parce qu'il n'a pas le choix. Il dit vas-y, je le mets. Et à ce moment-là, il n'avait pas tant confiance que ça, mais il n'a pas le choix. Je fais une top performance et là, il se dit ah, ok, d'accord. Malgré ça, le match d'après, il me met sur le banc parce que d'autres viennent de blessures. Ça se passe pas super bien. Prime time encore vendredi, 20h45, PSG.
Le premier match de Mbappé. Ah ouais. Mbappé signe le mercredi au PSG. Neymar venait de signer il y a un mois. Et 2 jours après, Mbappé joue son premier match avec le PSG, c'est ce match-là. Donc tu imagines, encore plus vu. C'est sûr. Et pareil, on perd, certes, mais je fais une très bonne performance. Et par contre, là, après, j'ai plus quitté le 11. Malheureusement, on est relégué à la fin de cette saison-là. Et comme je dis, j'ai signé 4 ans, c'était pas prévu que je parte. Mais ça a besoin d'argent. Moi, je vais forcément rester en première division. Mon but de base, c'est de rester en Ligue 1. Parce que j'ai quelques touches avec quelques clubs français. Il y avait un club comme Lyon, un peu Marseille. Mais au moment de mettre l'offre, ils sont pas là. Et de base, je dois partir en première ligue. Ah. Je dois aller à Huddersfield. Et Huddersfield ne venait pas de monter. Exactement. Je me rappelle, c'est l'année où Huddersfield monte en première ligue. Ok, oui, effectivement. Donc de base, je dois aller là-bas, je rencontre le club, je vais au club. Et mon rêve, c'est de jouer la première ligue, qui pour moi est le meilleur championnat du monde. Donc à ce moment-là, je me dis, c'est bon, je vais aller à Huddersfield. Et mon agent m'appelle, me dit, écoute, il y a Mayence en Allemagne. De base, je ne suis pas chaud du tout. Je me dis, qu'est-ce que je vais foutre en Allemagne? Qu'est-ce qu'on a Mayence? Non, Mayence, je ne connaissais même pas. Le club. Je me dis, attends, il y a la première ligue. Il me dit, non, Moussa, vas-y. Parce que quand un club te veut, c'est respect quand même d'aller au rendez-vous, de discuter. Je dis, bien sûr, on va y aller, on va écouter ce qu'ils ont à dire. Ils se déplacent à Metz. Donc déjà, ils sont venus vers toi. Déjà, ça, c'est des petits détails qui voilà. montrent l'intérêt et le sérieux. Exactement. En fait. Donc ils viennent à Metz, le coach vient, le directeur sportif vient et un traducteur vient. On discute, on rigole et franchement, très bonne humeur, très relax. Et après, le coach me prend. On était dans un hôtel à Metz. Il sort un paperboard, là, comme on dit là. Il prend un marqueur. Et il me dit, écoute, je te ferai jouer là. On va jouer en 4-4 de losange. Tu vas jouer là. Quand le latéral monte sur l'autre latéral, je veux que tu coulisses là. Et là, t'as pas encore signé là? J'ai pas signé. J'ai pas signé. J'ai fait mon rendez-vous. En fait, donc là, il est en train de te donner littéralement. En fait, donc le mec est en train Il est au courant de tout. Il sait que j'ai Huddersfield. Il sait que je m'apprête à Huddersfield. Ok, d'accord. Il joue sa carte en étant tout simplement honnête. Il dit, écoute, tu vas jouer ce poste-là. Tu devras coulisser là. Je veux des défenseurs qui courent. Et après, il m'explique. Il me dit, écoute, t'as 21 ans. Tu feras des erreurs. Mais tu vas jouer. Tu vas refaire des erreurs. Tu vas nous coûter des points. Mais je vais te faire jouer. Je m'excuse de te couper, mais parce que ce que tu as dit, c'est tellement important. Pendant des années, moi en tant que grand fan d'Arsenal, voilà, Wenger a dit un truc très important à un moment donné que j'ai vraiment aimé. Il a dit de temps en temps, tu commences ta saison avec des joueurs, tu sais qu'ils vont te coûter des points dans la saison, mais c'est pas grave. Ouais. Parce que tu sais où est-ce que tu veux aller avec Exactement. eux. Et moi, ça m'a pris du temps de le comprendre parce que Arsène était un gars qui lançait plein de jeunes. En fait, tu nous as lancé des Jack Wilshere, des Aaron Ramsey, plein de boys en fait qui sont venus, même les Abu Dhabi dans le temps, Theo Walcott, tu vois, quand les gars ils arrivent, ils sont super jeunes. Mais il savait que les boys allaient lui coûter de temps en temps 5 points par-ci ou 2 points par-là ou machin sur quelques matchs. Ouais. Mais quand tu vois l'évolution de ces joueurs-là, finalement, tu te dis, ah bah oui, finalement, ça valait le coup. Donc, voilà encore, et c'est ça, des fois, en tant que supporter, comme c'est que tu es supporter ça, tu ne le comprenais pas, je pense, parce que tu te disais, non, on veut gagner les matchs maintenant, on veut les points, on veut les trucs. Mais c'est un coach comme Wenger, je pense qu'il voit plus à moyen long terme. Et je pense qu'il a raison. Aussi Chamberlain. La même chose, c'est vrai. Tous ces joueurs-là, mais c'est ça. Et ce coach-là, quand il vient, il me dit ça. Et en fait, je passe le rendez-vous, il y a quelque chose qui se passe dans le rendez-vous, en fait. La manière dont il parle, la manière dont il me fait confiance, la manière dont il me connaît. Parce qu'en fait, il est en train de me décrire en tant que joueur. En fait, le mec, il a fait ses homework, là. Il a fait ses devoirs avant de venir ici. Il me connaît de A à Z. Et quand on finit le rendez-vous, je sors de rendez-vous avec mon agent, on rentre chez moi. Il me dit alors, c'était comment le rendez-vous? Je voulais qu'on fasse le rendez-vous quand même, par respect, mais je dis non, on va à Mayence. Je me dis, mais Moussa, c'était toi qui tu voulais même pas? Je dis, on va à Mayence. Je dis, on va à Mayence. Direct, le feeling. Donc finalement, je refuse de dormir, je vais à Mayence. Et j'ai pris une très bonne décision. Ouais, parce que finalement, après, tu t'es imposé à Mayence. Tu as fait plusieurs années là-bas, tu as fait capitaine. Ouais. Quand même, ça, c'est quand même quelque chose d'être un capitaine en Bundesliga. C'est quand même. On connaît le football allemand, on sait à quel point c'est pas facile. Donc réussir là-bas, c'est quelque chose quand même d'extraordinaire. Donc franchement, beaucoup de respect. C'est à quel moment est-ce que tu te dis que maintenant je me sens prêt? Parce que là, tu es en club là. C'est bon là. Là, tu sais que maintenant ton rêve, il est accompli. Je voulais être joueur de football professionnel au haut niveau, je le suis maintenant. Je me bats contre de grands clubs, que ce soit Leverkusen, le Bayern, Dortmund, machin, je prends mes galons. C'est à quel moment où tu te dis que ouais, maintenant, allez, à un moment donné, j'aimerais bien que je sois en sélection? Parce qu'à un moment donné, il doit y avoir un déclic, non? Ou le déclic a toujours été là et que depuis le début, tu t'es toujours dit, moi, je veux un jour venir rentrer chez moi et puis jouer. Merci. Bah voilà, c'est ce que tu viens de dire. C'est qu'en fait, il n'y a jamais eu un moment où je me dis, maintenant, je vais en équipe nationale. L'équipe nationale, c'est mon rêve depuis toujours. Le Sénégal, c'est ça, c'est... Comme je dis, le rêve, c'est de devenir professionnel, le rêve, c'est de jouer en première ligue, le rêve de jouer en Ligue 1 dans un premier temps, etc. Ça, c'est des cheminements.
Mais moi, je parle de l'équipe nationale, c'est l'apothéose, c'est l'apogée d'une carrière, il n'y a rien au-dessus. Et ça, c'est un truc que j'ai assimilé même avant de devenir professionnel. Mes objectifs principaux, j'en ai beaucoup. Mes principaux, c'est d'être professionnel en un, et en deux, d'être forcément international sénégalais. Donc, à aucun moment, je me suis dit, maintenant, je suis prêt à. Non, j'ai toujours été prêt à cette aventure-là, mais c'est les performances qui dictent ça. C'est pas des discours, c'est pas des. On n'est pas en élection présidentielle ou quoi. C'est sûr. Là, c'est sur le terrain, ça se voit en fait. Et surtout, on parle du Sénégal. On parle pas du. Bah, je vais pas. J'ai cité des pays, mais on va pas le faire. Pays, quoi. On parle pas d'autres nations, quoi. On parle du Sénégal. Ouais. C'est-à-dire, c'est le haut niveau, c'est. C'est le top 5 africain. Il y a pas beaucoup de choses à dire. Et depuis toujours. Et depuis toujours, Sénégal qui a eu des générations exceptionnelles, qui a certes pas gagné des CAN avant, mais des générations exceptionnelles. Donc, moi, cette envie de jouer pour les Lions a toujours été là. Mais je me suis toujours dit, ça, c'est des performances qui vont le donner. Si c'est à l'époque de Metz que j'avais les qualités pour y aller, j'aurais été. Mais visiblement, je n'étais pas assez costaud ou il me manquait des choses pour atteindre l'équipe nationale. C'est ce que je t'ai dit. Même, en fait, c'est ma carrière. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure, quand j'étais à Valenciennes, s'ils disent que le jeudi, je dois aller avec les petits faire la coordination technique, c'est que j'en ai besoin et que je ne suis pas encore prêt à jouer avec la Ligue 1. Et toi, tu acceptes en toute humilité de te dire, je suis prêt à retourner pour m'aguerrir. Mais c'est la même chose, c'est qu'aujourd'hui, si je ne suis pas appelé en équipe nationale quand je viens d'arriver à Mayence, c'est qu'il me manque des choses. Parce que ça t'a pris du temps, en fait, avant d'arriver dans cette équipe nationale-là, tu vois. Parce que je regarde ton parcours et je me dis, est-ce qu'il y a un déclic plus tard, quand tu arrives en première ligue? Je peux le comprendre, je peux comprendre ton interrogation, c'est normal que tu le dises, mais ça n'a jamais été ça. C'est que non, l'envie de jouer pour les Lions a toujours été présente en moi, mais comme je te dis, c'est pas des élections, en fait. En fait, ce jeu de devoir le dire en faisant. Parce que moi, on me l'a beaucoup reproché. Quand je dis beaucoup reproché, je parle de l'aspect familial de ma famille, mes proches m'ont toujours dit, mais Moussa, fais des interviews pour montrer que tu joues pour les Lions, fais des ci, fais des ça. Mais moi, je leur ai répondu, je dis, mais vous êtes malade. Je dis, mais là, on parle du Sénégal. En fait, on parle. Je suis sénégalais, j'aime ce pays, je viens toujours depuis que je suis tout petit. On ne peut pas tricher avec ça. C'est-à-dire que je serai appelé quand le jour où on me voudra. Mais jamais à faire des appels de phare ou ce n'est pas ça. Mais après, on me reprochait, du moins ma famille me disait, mais Moussa, ouais, mais les gens peut-être ne savent pas que tu es sénégalais. Parce qu'à l'époque, on pensait que j'étais malien. Ah. Pour même te raconter une histoire, j'ai été. Quand je suis à Metz, au bout de 3 mois à Metz, c'est-à-dire quand vraiment je commence à m'installer dans la défense centrale, le Mali m'appelle. Ah ouais? Pour rejoindre la sélection à 21 ans, le Mali m'appelle. C'est ça que je t'explique, c'est que le Mali m'appelle, mais pas le Sénégal. C'est qu'il y a une raison, parce que le Sénégal, c'est le Sénégal, avec tout le respect que j'ai pour le Mali, hein, qui est une nation incroyable et qui a montré qui a fait une canne extraordinaire. À chaque année, franchement, que des top players. Le Mali, franchement, je dis un jour ils gagneront une canne. Et ça va arriver très vite. Ça va arriver très vite, je pense, parce que c'est une génération incroyable. Mais pour te dire, le Mali m'a appelé quand j'étais à Metz, en me disant que Moussa, écoute, on veut rajeunir l'effectif. Et voilà, on veut t'installer en défense, etc. au Mali, à 21 ans. Mais le Sénégal ne l'a pas fait. C'est que le Sénégal, aujourd'hui, c'est qu'il y avait des joueurs en place. Le Sénégal, c'est le haut du panier. C'est top. C'est l'une des meilleures nations africaines. Je crois que le Sénégal, à ce moment-là, est top 15 au classement FIFA. Donc, c'est pas rien. Et même quand le Mali m'appelle, j'essaie, dès le début de l'appel, j'essaie de leur dire, écoutez, je suis pas malien, quoi. Ouais, mais voilà, ils sont dans le truc, donc je laisse l'appel se faire. Après, je leur explique, j'ai écouté, merci pour votre intérêt, mais moi, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal et rien que le Sénégal, parce que je suis sénégalais. Et donc, ils ne le savaient pas, ils pensaient que j'étais malien. Et après, parce que le nom Niakate, ça, c'est très, très malien. Et donc, à ce moment-là, ils m'ont dit, ah, ok, d'accord, on respecte ton choix. Et très bien, c'est très bien passé l'appel. Et voilà. Mais j'attends le Sénégal. J'attends, mais il faut prouver que tu as les capacités à jouer pour les Lions. Je sais, avec toute humilité, que je faisais bien les choses en Allemagne. Ça se passait plutôt très, très bien. J'ai fait 4 ans là-bas où j'ai fait de bonnes choses. Et j'avais eu des contacts un peu avec la fédération sénégalaise. Tu avais eu des présélections? Est-ce que tu étais déjà dans les. Pas que je sache. Non, pas que tu saches. Pas que je sache. Mais il y avait eu des contacts. La fédération a commencé à contacter mon entourage. Et c'est là où je dis à mon entourage, vous savez ce qu'il y a à dire, quoi. À tout moment, dès qu'ils viennent, moi je suis partant. Dès qu'ils viennent, je suis partant. Je prends mon avion, j'arrive. Voilà, et ça s'est passé assez vite. Quand j'ai eu Aliou au téléphone, on a discuté. Et c'est vrai que le coach était un peu interrogatif parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas si je suis partant. Parce qu'en fait, le problème, c'est les binationaux. C'est que les binationaux, souvent,
Parce que- On nous met dans une case. Bah, parce qu'il faut rappeler aussi que tu as joué en espoir français. Exactement. Et voilà, et c'est quand, après, un jour, Aliou m'appelle et justement, il m'appelle et il me demande, il est interrogatif parce qu'il sait très bien la problématique qui se passe avec les binationaux, qu'ils sont partagés entre la France et le Sénégal souvent, mais l'appel s'est très bien passé parce que je l'ai fait comprendre directement. Il y a pas, quand j'ai eu Comment Aliou, on se sent quand il t'appelle? Parce que moi, je me dis, c'est bon, une fierté, c'est incroyable. ouais, mais tu te lèves un bon matin, on te dit, ouais, il y a le coach qui veut Mais t'appeler. Le coach, il veut te parler. Tu en fais fait, quoi? c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Quand on me fait comprendre que le coach va m'appeler, bah voilà, et que tu vois le nom du coach là qui s'affiche, et tu te dis, bah voilà, tu y es. C'est fini. Tu y es, quoi. Les efforts ont payé et aujourd'hui, voilà, tu vas parler avec le coach. Maintenant, tu vas voir ce que va être l'appel, mais voilà, on sait très bien que c'est de bon augure. Donc voilà, le coach me parle avec moi sans te raconter les détails de l'appel, bien sûr. Mais il me fait comprendre qu'il y a un projet ici au Sénégal, qu'il veut bâtir des choses, qu'il veut ouvrir cette équipe aussi à d'autres joueurs et qu'il veut juste de la qualité et des gens qui sont prêts à mouiller le maillot pour le Sénégal. Donc, mais il met la balle dans mon camp où il se dit, bah, écoute, C'est à toi de décider. c'est à toi de décider, je force personne. Et il a entièrement raison parce qu'il y a tellement de qualité ici que si quelqu'un ne veut pas venir, il ne vient pas. Et c'est pas très grave, quoi. Il faut respecter sa décision. Mais par contre, moi, quand je lui ai dit, je lui ai fait comprendre. Je lui ai dit, écoutez, j'attends cet appel depuis très 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 longtemps. Aujourd'hui, je suis le plus heureux du monde parce que c'est ce que j'attends depuis toujours. Et c'est le plus gros objectif de ma carrière, de représenter les Lions. Et donc, il a très bien compris le message, il était très content. Et après, tout s'est enchaîné. Et à ce moment-là, tu viens d'arriver en Angleterre. Ouais. Donc, du coup, c'est là où j'ai envie de parler un tout petit peu de ce que tu me dis, en fait, par rapport à la manière à laquelle tu es. C'est qu'à ce moment-là, tu viens d'arriver en Angleterre et malheureusement, comme dans la carrière de tout joueur, on peut se blesser. Exactement. À ce moment-là, tu le vis comment? Genre, je suis blessé, j'arrive en équipe nationale, les gars me veulent, mais je ne peux pas jouer. Ouais. Il doit y avoir un truc. Ouais. Est-ce que c'est le Moussa de 15 ans Ouais. qui se dit, ouais, attends, ils m'ont recalé là, ils vont voir. Moi, les Lions, là, donnez-moi 2 ans, j'arrive. En fait, c'est quoi le thinking à ce moment-là en disant, je suis en première ligue, je veux jouer parce que je rêvais de ce championnat-là, j'ai prouvé en Allemagne, maintenant j'arrive à Nottingham, c'est le moment de montrer aux gars que ce soit à Arsenal, City, Liverpool, n'importe où, je suis prêt à performer. Tu as cette blessure, tu as l'équipe nationale qui arrive. En fait, j'ai l'impression qu'on dirait qu'on t'a tout donné, mais en même temps, on t'a tout enlevé au même moment. C'est le destin. Mentalement, est-ce que c'est le petit en toi qui se relève encore et qui dit it's not over? Ben, c'est ça en fait, c'est que déjà Aliou, quand Aliou m'appelle déjà à Mayence, donc c'est sur la fin de Mayence. Mais en fait, je suis le plus heureux du monde. Je suis le plus heureux du monde, je suis blessé quand Aliou m'appelle. C'est en septembre, c'est 2 mois avant la Coupe du Monde, si je ne me trompe pas. Je suis content, je suis partagé parce que j'ai cette blessure sur mes débuts à Nottingham. Mais c'est une blessure, on ne sait pas si je peux être à temps remis pour un peu avant le mondial, parce qu'il faut quand même se remettre un peu en forme, ou on est dans l'interrogation. Mais Aliou m'appelle quand même parce qu'il se dit, bah, écoute, il y a quelque chose à faire et je peux faire partie du voyage au Qatar. Donc je viens pour découvrir aussi le groupe, parce que je ne pense pas que ça soit idéal d'arriver et de découvrir un groupe au Qatar. Et je pense que c'est tout à fait normal. Et voilà, après, on comprend que la blessure est plus grave que. Pas qu'on le pense, mais que du moins, je ne serai pas à temps. Je ne serai pas à temps dans les clous, j'essaie de reprendre. Et quand je reprends, bah, en fait, ça s'aggrave. C'est un risque à prendre et c'est un risque que j'ai pris. En fait, ce risque, je l'ai pris pour jouer sur le mondial. C'est-à-dire que j'aurais pu me faire. En fait, j'aurais pu, on va dire, me faire opérer directement. C'est-à-dire au mois d'août, quand je me blesse contre West Ham, la 2e journée, si je me fais opérer, c'est game over, il n'y a pas de mondial. Donc, je reviens en janvier. Et voilà, la Coupe du Monde est passée. Maintenant, il y a cette petite interrogation où je peux prendre le risque de ne pas me faire opérer, de travailler sans opération. Il y a un risque de rechuter, de perdre 1 mois. Mais pour moi, ça risque à prendre. Pour jouer une Coupe du Monde avec le Sénégal. Ah, mon gars, c'est une fois tous les 4 ans. Hein, non, c'est un risque à prendre. Et en fait, cette décision ne me revenait à moi, à personne d'autre, ni à mon club, ni à qui que ce soit. Et en ayant bien réfléchi, pour moi, le choix était vite fait. Je me dis non, je vais travailler. J'ai voyagé un peu partout en Europe pour avoir les meilleurs spécialistes pour pouvoir soigner cette blessure et pouvoir être opérationnel pour la première ligue aussi, parce que comme il faut respecter tu mon viens club. de signer, il faut que tu performes. Voilà, et pour respect pour mon club aussi, pour les aider dans leur opération maintien. Et aussi, c'est mon rêve de jouer en première ligue, de me vouloir montrer aux gens, parce que la première ligue, il n'y a pas de meilleure lumière. Ah ouais, et je pense que c'est pour cette raison que je suis parti à Nottingham aussi. C'est que j'avais d'autres propositions et je me dis, la lumière, c'est en première ligue. Aujourd'hui, on me connaît en Allemagne, on me connaît un peu en France,
mais je ne suis pas connu du grand public. Et ce que j'ai envie de faire, moi je suis ambitieux, c'est de faire la plus grande carrière européenne possible. Et aujourd'hui, il faut pouvoir montrer tes performances. Et quoi de meilleure lumière que la Première Ligue? Que la première ligue. Donc c'est pour ça que j'y vais, c'est pour ça que j'ai envie de reprendre après cette blessure, parce que j'ai fait d'excellents débuts. Rejouer avec Nottingham, redonner la confiance que le club, parce que le club m'a quand même acheté, donc il faut quand même redonner cette confiance. Et après, aller en forme au mondial. Donc c'est pour ça que je décide de ne pas me faire opérer, j'y vais, donc je travaille d'arrache-pied. Malheureusement, ça n'a pas tenu, c'était un risque à prendre. Et que, pareil, comme je te répète tout à l'heure, un risque que je reprendrai mais tous les jours. En fait, toi, t'es un mec sans regret. Parce qu'en fait, avant de prendre des décisions, je réfléchis. Ouais. Je ne suis pas le gars qui réfléchit à autre chose. Je me pose, je réfléchis, je me dis, Moussa, quelle est la meilleure solution pour ta santé, pour la suite de ta carrière, pour tout. Et surtout pour vivre le cœur léger. Je pense que dans la vie, ça n'a rien à voir avec le foot, mais dans la vie, vivre avec des regrets, c'est la pire des choses. Et je pense que si j'avais fait cette opération dès le mois d'août, j'aurais eu un ici toute ma carrière. Non, je comprends. Tu sais, mon père me dit toujours, ce truc-là, il me dit, tu vois, lui, il est du genre, il me dit, si on lui dit que la porte, elle est fermée, il vient vérifier si c'est ouvert. C'est ça. Tu vois, c'est un peu ce truc-là. Donc toi, tu t'es dit, allez, si on te dit qu'il y a 5% de chances que tu le fasses, tu dis, why not? En fait, pourquoi pas moi en fait. Exactement, on m'avait expliqué les détails, parce que moi, je pose beaucoup de questions pour avoir toutes les billes. Et je me suis dit, attends, j'ai 40%, on va dire, de pouvoir faire ce mondial, 60% que ça ne marche pas. Donc c'est vrai que la balance est le plus du côté négatif, mais 40% ça reste énorme. Si je travaille, je vais essayer de maximiser les chances de pouvoir. Malheureusement, après c'est le destin, je suis croyant. C'est que ce mondial, je ne devais pas le faire. J'ai rechuté. Et donc du coup, c'est pour ça que je suis revenu en mars finalement de ma blessure. J'ai regardé le mondial en Italie. Parce que j'ai été 3 mois en convalescence. J'étais 3 mois en Italie. J'ai regardé le mondial là-bas, pendant que je travaillais pour revenir, mais voilà. Et j'étais derrière les Lions, j'étais le premier supporter des Lions, j'ai regardé leur bonne performance, et voilà. Mais je pense que c'était quand même une bonne performance de s'arrêter en 8e de finale avec l'Angleterre, qui est pour moi la meilleure équipe du tournoi, même s'ils ont fait éliminer après. Même sans compter les blessés qu'on avait aussi, certains cas qui n'étaient pas là, l'expérience de la Coupe du Monde. Il y a pas mal de choses qui ont joué un tout petit peu en notre défaveur. Ta première sélection, tu l'as vu comment? Finalement, après tout ça, parce que tu vois, là encore une fois, moi j'ai l'impression que toi, rien n'est simple en fait avec toi. C'est ce que je t'explique. Rien n'est simple avec toi. Donc finalement, tu es en convalescence, tu as cru pour la Coupe du Monde, tu reviens à Nottingham, tu commences à jouer. C'est à quel moment que là, tu es au top, ta première sélection, tu arrives, là, tu découvres ton groupe là maintenant. Maintenant, là, tu es rentré, c'est fini, tu es à la maison, c'est officiel, tu fais partie du groupe. Comment tu le vis ça? Exactement, c'est ça. C'est que je reviens de blessure 1 semaine avant la sélection. Donc la première sélection que je fais ici, mon premier match, c'est-à-dire j'ai joué les 2 premières journées. Le dernier match que j'ai fait, c'est le 15 août. Le premier match que je refais après ça, c'est 1 semaine avant le match de ma première sélection, en mars. C'est peut-être le 17-18 mars, comme ça. Et 1 semaine après, je fais ma première sélection. Donc ça montre encore la confiance que le coach, le sélectionneur a en moi, parce qu'il m'appelle après 7 mois de blessure, alors que j'ai fait qu'un match. Ça veut dire qu'il t'a pas oublié, ça veut dire que dans sa tête, lui déjà, j'imagine qu'au début, quand il t'a contacté, il savait déjà où est-ce qu'il voulait aller. Après, c'était juste une question de temps qu'il fallait que tu sois au top. C'était clair en fait. C'était pas un appel pour voir s'il y a moyen. Non, il savait qu'il voulait il te voulait et il fallait juste du temps que tu sois prêt. C'est ça, et c'est ce qui s'est passé. Et donc je viens au Sénégal, parce que la première sélection c'était en septembre, c'était à Orléans, donc c'est en France. En fait, je pense que tant que tu n'as pas fait de sélection au Sénégal, tu n'es pas encore à l'intérieur en fait. C'est pas encore tamponné. Tu n'es pas encore certifié. Tu n'as pas encore la face bleue encore. Ça, exactement, je comprends. Et donc voilà, c'est la première sélection, et là je suis content. Je suis en bonne santé. Je peux vraiment découvrir le groupe, je peux m'entraîner parce que je n'étais jamais entraîné avec le groupe. Parce que voilà, tant que tu n'as pas les entraînements, tu n'es pas vraiment encore là, quoi. Mais j'ai été super bien accueilli en plus par tout le monde. Franchement, c'était top. Et voilà, première sélection. Là, je suis ici, je suis sur le banc. Et ce qui est le plus drôle, c'est que je ne m'échauffe pas. Parce que je suis sur le banc, je ne m'échauffe pas. Le stade, je crois 10% du stade, c'était pour moi. Toute ma famille au Sénégal est venue. Toute ma famille est venue parce que c'est un événement. C'est un événement d'une vie. Oui, c'est sûr. Eux, ils connaissent mon histoire. Tu comprends? Ils savent d'où tu viens. Ils savent. En fait, eux, ils savent. Non, je veux dire, la famille, c'est comme ça. Ils t'ont vu triste, ils t'ont vu pleurer, ils t'ont vu
extatiques, ou comment le dire, genre, C'est ça. dans toutes tes émotions, tout heureux. Ils ont C'est-à-dire, tout vu. ils ont tout vu, donc ils savent la valeur que ça a. Alors que nous, tu vois, de l'extérieur, quand on ne connaît pas l'histoire, on ne connaît pas, on se dit, bon, le boy, il a été appelé en équipe nationale, bon, allez, viens, fais-nous une performance, bonne chance. Hein. Nous, c'est comme ça qu'on le prend. C'est Nous, ça. c'est- Mais- et comme je l'ai dit, c'est normal. Mm. Et parce que je le décide aussi, parce que moi, je suis très, on va dire, très pudique aussi sur ma vie. Je ne suis pas quelqu'un qui Si, parle ça se voit beaucoup même de sur ça. les réseaux sociaux, on te voit. En fait, on te voit pas assez, moi j'ai envie de dire, tu vois. On me Alors l'a qu'on beaucoup pourrait te voir reproché. plus. On me l'a beaucoup On pourrait te reproché, voir ça. beaucoup plus. On me l'a beaucoup reproché, mais c'est ma personnel. personne. C'est la personne. Non, c'est ma personne. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas laisser ce game, qui est le football, me changer. Mm. C'est pas moi, en fait, d'être trop présent sur le truc, donc c'est pas grave. Tu fais ton affaire. En vrai de vrai, on me demande de jouer au foot avant tout, non? Ouais, Donc, c'est on tout, me demande franchement, d'être- c'est c'est ça, vrai. on me On demande n'a pas d'être demandé de faire le top modèle, quoi. C'est exactement ça. Mais c'est ce que le foot d'aujourd'hui demande un Ouais, peu. c'est comme ça. Tu Aujourd'hui, sais, aujourd'hui, ça fait partie. on en avait discuté, C'est je tout te à rappelle, je sais pas si en mars. Ça. Le foot d'aujourd'hui, c'est un peu ça. Mm. C'est ce qu'on a pu, quand je dis on a pu me reprocher, on a pu me reprocher ça quand j'étais à Mayence, parce que j'ai fait 4 ans. On m'a beaucoup dit, Moussa, au bout de 2 ans, 3 ans, tu aurais dû partir de Mayence. Pourquoi tu n'as pas réussi à partir? Et on me l'a beaucoup, il y a beaucoup d'agents qui m'ont appelé, qui m'ont discuté avec moi. Ils m'ont dit, Moussa, est-ce que tu sais pourquoi tu n'arrives pas à partir de Mayence? Mm. Et moi, j'étais très interrogatif. Je dis, bah, je vous écoute, pourquoi? Et ils m'ont dit exactement ce que tu viens de dire. Tu es invisible. Ouais. On me dit, ça veut dire quoi être invisible? Ben, quand on tape Moussa Niakate sur Safari, on voit pas d'interview de toi, On n'est pas le mec, en fait. on connaît pas le mec, et aussi tes réseaux. Ils m'ont demandé, je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Comment ça, qu'est-ce qu'il va me reprocher sur mes réseaux sociaux? On parle de football, tu me parles de réseaux sociaux, tu crois que je suis influenceur encore? Et ils me disent, non, ils me disent, non, mais Moussa, football 2024, c'est ça? Yeah, c'est 2023, 2022, quoi, Ouais, non, c'est ça, la c'est période comme 2000, ça. c'est que les réseaux sociaux font partie d'une chose qui peuvent te ramener dans En fait, tu certaines n'es choses. plus joueur de football, tu es un brand, tu es une marque, en fait, aujourd'hui, finalement. Tu es vraiment une marque, aujourd'hui. C'est ce Plus- En plus d'être un joueur C'est de ça, football. c'est ce qu'on explique. On me dit, t'es trop invisible, t'as pas assez de cas sur Insta. Même, après, on me reproche même tes photos. Et moi, je parle au gars, je dis, mais tes photos. c'est quoi le problème? Je lui dis comme ça, je dis, mais c'est quoi le problème avec mes photos sur Insta? Il me dit, non, mais regarde. Et après, je m'en souviens, je vais jamais oublier ce jour-là de ma vie. Hein, parce qu'il m'envoie une capture d'écran, il m'envoie une photo d'un joueur, je vais pas le citer. Tu sais, où le joueur, il sort d'un van. Avec une doudoune un peu. Ouais, Tu vois, marqué, très marqué, sans dire la marque. Où tu sais, il sort du van, il a la jambe, tu sais, sur la route, Non, je l'autre dans le van, comprends, tu sais, yeah, les photos de ton yeah, modèle, tu yeah, vois. Tu sais, et il me dit, voilà, il faut que tu fasses des photos comme ça. Ah ouais. Et moi, je lui dis au téléphone, je rigole. Je dis, est-ce que t'es malade, frère? Je dis, tu crois que je suis mannequin ou quoi? Je dis, moi, c'est pas mon football. Je dis, Alors que lui, il prend les selfies de Daron, là, où tu vois que la tête comme ça. ouais, là, et salut. voilà, ou trop proche du téléphone, là, tu vois. T'en enfin, fous, là. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes? Je dis, non, je dis ça passe. Il me dit, non, mais ça, c'est comme ça qu'il faut Yeah. le changer. Et moi, c'est ce que j'ai toujours dit à tout le monde, à mes agents aujourd'hui, à tous mes représentants, ou même aux jeunes à qui je parle souvent. Moi, je m'en fous de ça. Yeah. Mais la vérité, elle est là, c'est le rectangle vert. C'est pas mon football. Le football, grâce au réseau, ça n'existe. C'est pas mon football, c'est pas le football dont j'ai rêvé quand j'étais plus jeune, quand je regardais les championnats, quand je regardais la première ligue. À l'époque, c'est pas grâce à ça. C'était juste les meilleurs, aller dans les meilleurs clubs. Moi, ça restera ma vérité jusqu'à la fin. Même si il manque on va dire, il manque des facteurs, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Franchement, j'ai aucun souci là-dessus. Je pourrais pas changer le football ne me changera pas. Non, je te comprends parfaitement. Aujourd'hui, j'ai réussi, à mon échelle, parce que je considère comme c'est une réussite, parce que je suis très content de mon parcours, avec la manière dont j'ai été éduqué, avec ma vie personnelle. J'ai 28 ans, c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Et aujourd'hui, cette chose-là ne changera jamais et ça m'amènera où ça devra m'emmener. Donc, de tous les cas, je serai fier en restant comme ça. Et voilà. Donc non, c'est ma ligne directrice. Aujourd'hui, c'est ce que je continuerai à suivre. Pour toi, le plus important, c'est le terrain. Alors, je vais t'inviter, on va aller se promener un tout petit peu sur le Let's terrain, go. parce que là, moi, j'ai des questions à te poser, mon gars, par rapport à cette histoire-là. Tu le vis comment, ta première sélection là? En fait, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Comme j'étais sur le banc, je me chauffe même pas du match. Comme je t'ai dit, toute ma famille elle était là-bas. Là. Tout le monde est là. Tout le monde, toute la tribune là-bas, c'était pour moi. Là. Et je me dis, voilà, ça prend la sélection sénégalaise, j'espère rentrer, tu vois. Yeah. Et je me chauffe pas du match, je vois le temps, il passe, 86, 87, je dis, c'est pas pour aujourd'hui. C'est mort. Et tout d'un coup, le coach se retourne, regarde son adjoint et dit, envoie Moussa à l'échauffement. Je m'échauffe peut-être 30 secondes. Il me dit, tu rentres.
Je suis même pas. De toi à moi, je suis pas chaud, j'ai pas fait mes lacets, j'ai rien fait. Il n'a même pas de protège tibia. Genre, est-ce que tu n'as pas été ce joueur-là qu'on appelle le frérot, il est là, il dit il est où mon maillot en fait? Non, je pouvais pas me permettre parce que là, sinon, ça là. Ah ouais, alors on est tué là. Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Fais ça en club si tu veux, mais pas avec la sélection. T'es venu avec tes livres, tes cahiers, t'as tout ramené là. J'ai tout ramené, mais sauf que j'étais choqué parce que tu vois, le temps passe, tu dis tu vas pas rentrer. Et là, il me dit, vas-y, tu rentres. Je me change, je mets mes protèges, j'ai même pas le temps de faire ma lacet, je rentre tout. Et après voilà, je fous la pelouse. Yeah. Je fous la pelouse et c'est exceptionnel. Je peux même pas te décrire en fait ce qui se passe en moi. Tout va très vite. Même si ça dure. En fait, moi, je me suis toujours posé la question pour un joueur de foot. La première rentrée, quand elle dure 2 minutes là. Tu vois, moi, de l'extérieur, je me dis, à chaque fois, je me sens mal. Je dis, ouais, mais coach, donne-lui 10. Moi, il n'y a pas de problème. À ce moment-là. Oui, c'est ça, en fait. La première, quand il dure, genre tu rentres même pas. Est-ce que tu touches le ballon même avant que l'arbitre siffle la fin du match? Je crois 2 ballons, mais je veux dire, en fait, dans un contexte de club, tout ça, quand tu fais rentrer 2 minutes, tu peux t'énerver, tu te dis, mais attends, il n'est pas sérieux. Contexte de sélection, là, tu t'en fous. J'ai pu faire ma première sélection ici au Sénégal. Je t'ai dit, il y avait mes oncles, mes tantes, des gens qui ne sont jamais rentrés dans un stade. Tu vois, jamais rentré dans un stade. Mes tantes, tu sais, elles ne connaissent même pas le foot. Mais là, c'était important que tout le monde soit là. Ça y est, tout le monde était là. Et il n'y a rien de plus fantastique. Tu vois, si j'ai fait ma première sélection 4 jours après au Mozambique, j'étais super content, mais c'est une histoire un peu différente. Tu vois. Mais là, tout le monde est là. En fait, c'était les conditions étaient réunies. Tu rentres et tu dis, voilà, j'ai le maillot de la sélection du Sénégal. C'est fini là. Pour une fois, je ne l'ai pas acheté. Parce que là, j'ai tous les maillots de tous les trucs. Pour une fois, je n'ai pas mes vieux flocages, la mousse. Voilà, c'est fini. Des flocages de fou, moi. Je donne 96, 99, des numéros n'importe quoi. Là, tu dis, non, c'est ton maillot à toi. Yeah, c'est ton maillot à toi. Et en plus, il y a le badge de champion d'Afrique, c'est exceptionnel. Et après, là, tu repenses à tout. Je me dis, voilà, moi je m'étais fait une promesse depuis tout petit, en fait, de venir pour cette sélection du Sénégal avec mon frère, parce que j'ai mon grand frère aussi qui voulait être professionnel. Donc, ça se fait cette promesse-là. Et par rapport à l'histoire qu'on a, c'est ça que je t'expliquais tout à l'heure. Moi, mon père est décédé quand j'étais jeune, en 2005, j'avais 9 ans, et il est décédé ici. C'est-à-dire on vivait en France, et le destin a fait que on vient en vacances au Sénégal, et le lendemain, mes parents ont leurs affaires à faire, et le lendemain, ils prennent la route et ils décèdent sur la route. Mais je veux dire, c'était même là, c'était le destin, qu'ils reviennent dans ce pays, et qui sont enterrés ici. Tu comprends ce que je veux dire? Et ce jour-là, je me suis dit, ça c'est une certitude, c'est que lui c'est un fervent fou de football, fou de l'équipe nationale, une encyclopédie, comme tu dis tout à l'heure avec Lamine Diatta, lui il peut te expliquer en 85. Il va te parler de Caire 86 là-bas. 86, si Sénégal les autos, il peut te donner le 11 quoi. Il connaît l'équipe, il connaissait l'équipe par cœur, c'est un fervent supporter du Sénégal. Et ce jour-là, quand il est décédé, je me suis dit, c'est une certitude, je vais jouer pour cette équipe-là et le rendre fier. Voilà. Et donc, c'est à tous ces moments-là que j'ai pensé quand j'ai foulé la pelouse ici. Et tu te dis, voilà, tu l'as fait, tu l'as accompli. Et sincèrement, c'est la seule fois de ma vie, je me suis dit, là, ma carrière s'arrête là, c'est pas grave. Khalas, je suis bon. J'ai fait ce qu'il fallait faire, tu vois. Yeah. Tu vois, c'est la première fois que j'ai eu ce sentiment-là. Bien sûr, je suis ambitieux. Voilà, aujourd'hui, j'ambitionne beaucoup plus, à faire beaucoup de sélections, à gagner des choses avec cette équipe nationale. Mais je veux dire, tu sais, des fois, il y a des moments, tu aimes bien faire pause en fait. Tu fais pause, tu te dis, mais attends, qu'est-ce que je viens de faire là? Qu'est-ce que je viens d'accomplir? Et je repense à tout ce qu'on se disait tout à l'heure, mon parcours, etc. J'ai dit, tu y es. Genre là, tu as accompli la chose. C'est-à-dire que j'ai d'autres ambitions, mais aucune n'est à la hauteur de celle-là, tu vois. Donc à ce moment-là, je me dis, voilà, il y a toute ma famille. Après, on fait le tour du stade là. Tu sais, je cherche ma famille dans tout et je les vois. Et quand tu vois les yeux mouillés là de tu vois tes oncles, les ongles durs là non mais les ongles qui n'ont pas d'émotion. Ouais, les ongles que j'ai des émotions. Mais le tonton là, il pleure. Non, c'est pas vrai, il pleut. Mais non, les petits trucs là. Tu crois pas. Mais je veux dire, c'est là que tu dis non, en fait, t'as accompli. Parce que nous, la fierté. Nous, on comprend pas. Tu sais, le joueur, tu comprends pas. Tu joues seulement, tu fais pas. En fait, c'est pas ce que tu as accompli. Tu vois, tu calcules pas, tu vois. Mais quand tu vois les yeux de ta mère, tes oncles, tes tantes, tes cousins, les messages que tu reçois, tu dis ah ouais, en fait, je crois que je viens d'accomplir une dinguerie, en fait, tu vois. On est dans le vif du sujet, on s'en rend pas compte. Yeah. Et voilà, et
Et après, c'est comme ça que mon aventure avec le Sénégal s'est lancée. Ah, c'est incroyable. Viens, on va aller un petit peu à l'ombre là, Ah, parce qu'il y a le soleil de regarde. Dakar, vous avez vu, non? Ah, la C'est sueur, là. incroyable, Vous voyez la sueur, franchement. là? Le soleil est en train de taper sur nous là, Et nous-mêmes, on là, n'a pas c'est- compris. là. Un soleil de tocard. Franchement, le soleil, gère-toi. Non. Donc du coup, première sélection, tu joues. Finalement, tu commences à t'installer un tout petit peu dans cette équipe nationale-là. On la connaît, on connaît le niveau de cette équipe. Tu fais pas tâche, parce que je pense que tout le monde est d'accord directement en se disant, OK, on a un nouveau défenseur, un gaucher, qui sait jouer au football, qui performe aussi dans son club. Et là arrive finalement la compétition, parce que la Coupe du Monde, tu voulais la jouer. Ouais. C'est-à-dire, tu as quand même, c'est ce que tu me dis tout à l'heure, tu as sacrifié à un moment donné presque ta santé en te disant « there is a way, je vais le faire » et tu ne l'as pas fait. Ouais. Et là maintenant, la CAN arrive. Ah ouais, là, c'est comment dans ta tête quand tu te dis hey, je les ai vus être champions d'Afrique à la télé, maintenant je fais partie du groupe et je vais essayer d'aller chercher avec eux en fait, avec cette génération-là, avec les Gana Gueye, avec les Kalidou Koulibaly, avec les Sadio Mané, les Abdou Diallo, etc. Comment dans ta tête en fait tu appréhendes cette Coupe d'Afrique-là finalement en Côte d'Ivoire? Ben, écoute, moi, je suis juste excité. Yeah. Il n'y a aucune appréhension, en fait. C'est juste encore une chose en plus d'accompli dans mon livre. Voilà, participer à une compétition internationale avec le Sénégal. Donc voilà, je suis content parce que là, je suis en bonne santé. La blessure est derrière moi. J'ai retrouvé mon jeu parce qu'avec Nottingham, j'enchaîne les matchs, les bonnes performances. Donc voilà, je suis super content, je suis au top de ma forme. Donc voilà, je suis content d'être sélectionné. On sait que ça va être une compétition relevée parce que toutes les nations sont là. Tu sais, il y a souvent des nations qui ne sont pas là. Toutes les nations sont là. On est là. Et tout le monde est au top. Tout le monde est là, tout le monde est au top, tout le monde est Et revanchard. Il y en a qui sont revanchards. on sort d'une Coupe du Monde où le Maroc Et est demi-finaliste. demi-finaliste, Ouais, d'une CAN où l'Algérie sort au premier tour. c'est ça. En fait, tu te dis, ah là là, ça va être dur là. Il y a les revanchards, il y a ceux qui doivent confirmer. Et il y a les outsiders aussi qui arrivent. Toujours. Exactement, exactement. Et on les a vus d'ailleurs. Les Cap-Verdiens, le Cap-Vert, la RD Congo, la le Mauritanie, toutes ces Exactement. équipes-là qui nous ont surprises au courant de la compétition. Et on entend très vite que ça va être une très bonne compétition en Côte d'Ivoire, qui est aussi un pays du football. Et la Côte d'Ivoire, voilà, on sait très bien qu'on va être bien accueillis. Donc j'ai juste envie de faire une très bonne compétition. Vraiment aussi apprécier le moment, parce que moi je suis quelqu'un aussi qui aime bien apprécier les moments aussi, tu vois. Il y a la carrière, il y a le sérieux, mais aussi des fois j'aime bien kiffer aussi. Juste kiffer ta carrière, c'est important. Et c'est ça que je me dis. Et je vois, comme tu l'as dit, cette génération qui a été vainqueur. Aujourd'hui, je fais partie de cette génération, de cette liste composée par un coach. Donc, je suis juste content. Et voilà, c'est à moi aussi d'aider, d'apporter ma pierre à l'édifice pour essayer d'enchaîner un deuxième titre d'affilée. Finalement, la compétition commence. Ouais. Voilà, on est à Yamoussoukro. Ouais. Ah là, les Lions sont à Yamoussoukro. Dis-moi, l'esprit famille dans cette équipe nationale-là, elle est comment? Parce que je veux te poser cette question-là parce que là, on arrive au moment fatidique. C'est le moment de le mettre. Ce moment fatidique-là, parce que entre toi et moi, la plupart, voilà, moi je l'ai toujours dit, je pense que l'échec, c'est l'antichambre des fois de la réussite. Ouais. Tu vois. Et après, tout le monde peut définir l'échec comme il veut par rapport à sa personnalité. Bien sûr. Chacun sa truc. On a eu des grands joueurs. Moi, j'ai eu 2002, je l'ai vécu quand il y a ce penalty-là. On a le penalty de El Hadji Diouf qui passe à côté, qui n'est pas cadré. Tu as Aliou Cissé qui frappe son penalty, qui est arrêté par Aliou Boukar, le gardien camerounais. 2017, je pense que tu as Sadio. Sadio, ouais. En fait, Cameroun. voilà, tu as tellement de moments. En fait, quand tu arrives à ce match-là, finalement, Sénégal-Côte d'Ivoire, c'est un gros match. Vous avez déjà tout fait pour éviter le pays organisateur. Moi, voilà, déjà, dis-moi en fait, quand il y a tout ce bordel-là et qu'on se rend compte que finalement, dans les meilleurs troisièmes, tu vas jouer le pays organisateur, alors que toi, tu finis meilleur attaque, premier de ton groupe et qu'il n'y a aucun moyen, normalement, statistiquement, ou genre, que tu tombes sur eux. Je pense qu'il n'y a que la CAN. Et tu tombes sur eux, en fait, chez eux. Et puis, non, mais c'est pas possible. En fait, c'est incroyable. C'est que déjà, nous, on a toujours été focalisés sur nous. On a été concentrés sur nous. Je te rappelle le contexte, tout le monde dit c'est le groupe de la mort. Tout à fait. Avec la Guinée, la Gambie et le Cameroun. Donc, et on arrive à faire 3 sur 3. On arrive à faire 3 sur 3 avec d'excellentes performances.
avec un but encaissé, je pense, si je dis pas de bêtises, Ça. avec 6 ou 7 buts marqués, peu importe. Mais donc en fait, c'est là où on est compétitif, on répond présent, tout le monde nous dit que le Sénégal va sortir premier tour parce que c'est la malédiction ou je ne sais pas quoi. Ouais, la malédiction du champion d'habitude. Voilà, mais je veux dire, je suis hyper content de comment on a géré ça. On a vraiment suivi le plan du coach, le plan de l'équipe. La concentration, elle était là, les entraînements étaient top et le groupe était soudé. Ce groupe était soudé parce que c'est pas évident, on était quoi, 26 joueurs. Et voilà, il y a ceux qui partent titulaires, il y a ceux qui rentrent, il y a ceux qui jouent peut-être un peu moins. Donc c'est pas évident à gérer ça. Mais je pense que le groupe a été géré d'une manière fantastique. Et voilà, on fait 3 sur 3 et concours de circonstances qu'on connaît. Là arrive ce match-là. La préparation du match, est-ce qu'elle change par rapport aux autres matchs mentalement en te disant que de tous les adversaires, pourquoi la Côte d'Ivoire, ça arrive maintenant, est-ce qu'on se prépare de notre manière ou on le prend en se disant, on est en 8e, à partir de maintenant, là, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous, les gars, bonne chance. En fait, on se dit, de toute façon, pour gagner cette CAN, on savait. On est dans le groupe de la mort, on va jouer la Côte d'Ivoire. On sait que si on bat la Côte d'Ivoire, on voit que c'est un parcours difficile. Difficile. Et c'est ce qu'on aime. En tant que compétiteur, c'est ce que tu aimes. En fait, il n'y a rien de plus beau. Ça te challenge. Mais c'est ce qui te challenge. C'est fantastique. C'est comme le Real qui a gagné avec des champions. Tu vois, ils ont un parcours très difficile. Le Bayern, Manchester City, tu tout vois, ça. Ouais. Et je pense qu'après, quand tu gagnes un trophée comme ça, il n'y a rien de plus beau. Et nous, on est tous des compétiteurs, on est contents. On est vraiment contents d'affronter la Côte d'Ivoire parce que c'est un beau pays. Et en fait, c'est les circonstances qui font que c'était le destin, que la Côte d'Ivoire finisse 3e, qu'on finisse premier. Mais moi, personnellement, je le prends comme ça et je me dis, il est là le champion d'Afrique. Yeah, je me dis, la Côte d'Ivoire, s'ils sont là, avec ce concours de circonstances incroyable, c'est que c'est un match difficile. Nous, on ne calcule pas les 4-0 contre la Guinée équatoriale. On connaît le foot. On sait très bien que la vérité d'un match. C'est pas la vérité sur le long terme, en fait. Tout est possible. D'un autre match qui va être dans 2 jours. Ça ne veut rien dire. On est au courant, donc on est très concentré. On est au courant que ça va être un match très compliqué avec l'atmosphère électrique. Voilà, les supporters qui vont être pour leur pays, malgré ce qu'ils veulent nous faire comprendre, parce qu'ils veulent nous faire comprendre qu'ils sont aussi avec nous. On est au courant. On sait que ça va être compliqué, on sait qu'on doit être à notre top niveau pendant 90 minutes si on veut remporter ce match. Donc tu travailles aussi pas mal de choses, parmi cela les penalties. Tu as fait partie, si je ne m'abuse, je pense, lors de la préparation de ce match-là, des meilleurs tireurs de penalty. Comment tu arrives à ce moment-là et il t'arrive ce qui est arrivé à tous ces autres grands-là, que ce soit, comme je disais, Sadio, El Hadj et même ton coach, Aliou. Écoute, c'est ce que tu as résumé, c'est que moi, en fait, je prends toujours le football comme une manière de se responsabiliser. Et c'est ma manière d'être dans la vie, je prends toujours mes responsabilités. J'aime pas être passif, mais être acteur aussi de ma vie, en fait. Et c'est les pénaltys, comme tu as dit tout à l'heure, j'ai commencé à les tirer en Allemagne. J'étais tireur de pénalty, c'est à Mayence. Mais je n'étais pas programmé pour. C'est-à-dire, je n'étais jamais dans les tireurs. Ton premier pénalty à Mayence, il arrive comment? Ce premier pénalty que tu vas prendre dans un match, tu poses le ballon. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je pense qu'il y a une petite anecdote là-bas. Là. En fait, c'est que c'était l'année avec Mayence, je crois qu'on a 5 points à la trêve ou 6 points à la trêve. Et dans les 5 grands championnats, toutes les équipes qui avaient 5 ou 6 points à la trêve, étaient toujours reléguées. Donc à la trêve hivernale. Et en fait, on se fait éliminer en Coupe d'Allemagne juste avant, début janvier comme ça. On perd 3-0 au pénalty. Au tir au but, il marque, il rate, on rate, il marque, on rate, il marque, on rate. Terminé, on se fait éliminer. Et moi, je devais tirer 5e, donc j'ai pas eu la chance de tirer. 2 semaines après, on joue contre Union Berlin. Et le coach met avant le match dans le vestiaire qui doit tirer les pénaltys. Et l'un des tireurs, c'est celui qui avait raté. Et là, on parle de l'attaquant de l'équipe. L'attaquant des joueurs offensifs. De Mayence. Donc maintenant, moi, j'ai fait quoi? Juste 2 jours avant, je sais pas pourquoi, je sens qu'il va y avoir un pénalty durant ce match-là. Et je sais que le coach va mettre ce joueur-là à tirer. Je m'entraîne au pénalty pendant 2 jours. Comme ça, j'ai tiré peut-être 5 pénaltys en fait, juste pour tirer un peu. Le match arrive, 12e minute comme ça, pénalty. Moi, je fais quoi? Je vais prendre le ballon, direct. Attends, mais toi, t'as rien demandé là? Rien demandé. Attends, le coach a dit c'est lui qui frappe. Exactement. Je vais où? Donc moi, je fais quoi? Je vais aller prendre le ballon, comme ça. Et c'était l'époque un peu Covid, donc le stade il est vide, il est comme ça, on joue à domicile. Donc maintenant, moi, je vais prendre le ballon et il y a le gars qui est censé tirer, il vient me voir. Il me dit, Moussa, tu sais que c'est à moi de tirer les pénaltys. Et moi, je lui dis, oui, je fais comme ça, oui, mais t'inquiète, c'est bon. Je lui dis comme ça, c'est bon, t'inquiète, je le tire. Lui, il fait, ah, ok, d'accord.
Tu sais, je sens que ça ne le dérange pas plus que ça parce que comme s'il n'est pas en confiance, il en a raté une semaine avant. Donc je prends le penalty. Et là, j'entends tout le banc de touche. Parce que comme s'il n'y avait personne dans le stade. Période Covid, s'il vous plaît. Hein. Période Covid, ouais. Donc c'est-à-dire il n'y a pas de les spectateurs. échos, tu parles et on entend ta voix. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire semblant de ne pas avoir entendu. Mais c'est ce que j'ai fait. Il m'appelle, il crie Moussa, Moussa. En allemand, il crie. Tu tires pas, non. Nine, nine, nine. Ils sont là, ils sont fous. C'est-à-dire, on est dans une période où on ne gagne pas de match. Mais qu'est-ce que le défenseur va tirer? Non, tu tires pas, tu cries pas. Moi, au début, je fais genre, je les entends pas, quoi. Ouais. Mais il crie tellement fort qu'à un moment donné, tu peux plus faire genre. Donc je me retourne, je les regarde, il fait, ah, c'est pas à toi de tirer, c'est à Adam de tirer. Moi, je les regarde, je les calcule pas, je prends mon ballon. Je pose le ballon. Adam revient encore. Il me dit, Moussa, t'as vu, ils sont en train de me crier, ils sont en train de crier dessus. C'est à moi de tirer. J'écoute, laisse-moi tirer. Le capitaine, parce que j'étais vice-capitaine à ce moment-là, il vient, il me dit, Moussa, laisse le ballon. Vraiment, pardonne-nous, quoi. S'il te plaît, ne tire pas. Et là, à un moment donné, moi, je m'énerve et je leur dis, arrêtez de me. Voilà. Ouais, non, je comprends. Arrêtez de me casser la tête. Ouais. Je vais tirer. Oh, mais surtout que tu as besoin de sérénité avant de frapper un penalty. Là, j'ai posé le ballon, tout le monde est en train de me parler dans mes oreilles. Ouais. Moi, j'ai arrêté de me. Voilà, pour être gentil, de me casser la tête, pour être poli. Je vais tirer. Donc après, il me laisse comme ça, il regarde le coach, il dit en mode, ah, il en fait qu'à sa tête, quoi. Et là, sur le banc, ils sont en train de devenir fous. Je prends mon ballon, je m'élance. Le capitaine me reparle encore. Il me dit, Moussa, je dis, écoute. Il me dit, Moussa, t'es sûr que tu veux tirer? Je dis, je vais pas tirer, je vais marquer. Ah ouais, Ah, carrément. ok, il fait, ok, pardon. Ok, bah vas-y, tire. Je prends le ballon. Maintenant, quand je pose le ballon, là, je prends mon élan et je regarde le gardien. Maintenant, la cage, là, je la trouve beaucoup plus loin qu'à l'entraînement. Je sais pas pourquoi. Ah ouais. La cage, je la trouve beaucoup plus petite. Et là, même là, la petite pression commence à monter dans ma tête. J'ai dit, hey, Moussa. Qui t'a envoyé? J'ai dit, Pourquoi Moussa, tu là. as voulu faire ça même? Je voulais faire demi-tour, tu vois. Je voulais faire demi-tour. J'ai dit, putain. J'ai dit, Moussa, là. Là, si tu rates, là, t'es mort. Ouais, Est-ce c'est que t'es bon. au courant de ça? Ouais. La cage, je la trouve petite. Le gardien, c'est un géant. J'ai dit, bon, allez, je me lance, je tire, je croise. Ça fait poteau. En plus, ils ont un bon gardien, Union Berlin. Je pense un mec qui arrête beaucoup de pénalty là. C'est lui. ouais. J'ai oublié son nom. Roslow ou Ouais, je sais plus, un truc Ouais, comme ça, c'est qui un arrête truc beaucoup de comme ça. pénalty. Je me rappelle de lui. Exactement. Ouais. Je tire, ça fait poteau. Et le ballon, c'est pas poteau rentrant, mais il longe la ligne et ça rentre. Mais ça longe la ligne jusqu'à, ça failli faire double poteau et ça failli sortir. Ça rentre. Quand ça rentre là, je libère là tous mes chakras là, je libère tout. Dieu Et merci. après, donc voilà. Et ce match-là, on gagne 1-0. Ok. On gagne 1-0. À partir de ce jour-là, le coach, à la fin du match, je me souviens, il y a une interview parce qu'ils ont vu qu'il y avait un petit clash. Donc tu connais les Oui, journalistes. ouais, faut expliquer Ils qu'est-ce qui s'est Ils passé. vont voir le coach, ils disent mais on n'a pas compris pourquoi c'était à Moussa de tirer. Le coach, là, il me défend, il dit écoutez, dans un moment comme ça, on a besoin de leaders, de gens qui prennent leurs responsabilités. Il l'a fait. Bah, c'est pour ça que Moussa est ce qu'il est. Donc voilà. À partir de ce jour-là, ils m'ont mis tireur numéro 1 des pénaltys. À partir de ce jour-là, j'ai commencé vraiment à travailler aussi les pénaltys parce que c'est bien beau de tirer 3-4 pénaltys, mais voilà, faut C'est avoir. un geste qu'il faut maîtriser, C'est un ça geste fait qu'il faut partie, maîtriser. voilà. Donc j'ai commencé à vraiment aller travailler. Et après, il y en a eu plusieurs en match et voilà, je les ai enchaînés. Jusqu'à aujourd'hui, je les ai tous marqués. Sauf ce celui-là. jour-là. Sauf celui qui finalement, peut-être que c'est, voilà, c'est, je sais pas, il n'y a que toi qui peux nous l'expliquer en fait. Comment tu le vis en fait, ce moment-là? Parce que tu poses ton ballon, tu frappes, pied gauche, tu ouvres ton pied. Ouais, D'habitude, les gauchers, vous exactement. aimez bien, vous, les gauchers, on vous a rien demandé, mais vous aimez bien croiser, vous C'est aimez ça. bien croiser. Mais toi, tu oses, parce qu'ouvrir, c'est encore plus dur que Ouais, croiser. ouais, Franchement, je trouve que c'est beaucoup plus dur, parce qu'il faut vraiment que ton aim, il soit parfait. C'est ça. Il faut que ta mire, elle soit là, en fait, C'est tu ça. vois. C'est ça. Et finalement, tu en as marqué pas mal, mais celui-là, il tape Ouais. le poteau, mais il rentre pas. Comme Exactement. l'autre. Exactement. Bah écoute, tu vois, j'en ai tiré plusieurs dans ma carrière, je les ai tous marqués. Et même pour même te raconter, durant la CAN, tu sais, on est resté un mois tous ensemble. Et, Les entraînements. et très fréquemment, après les séances, on prend des ballons. Il y en a qui font des transversales, il y en a qui font des tirs, il y en a qui font des pénaltys. Beaucoup on était là à tirer des pénaltys. Et sincèrement, sans exagérer, hein, j'ai dû tirer, durant le mois qui s'est passé en Côte d'Ivoire et la préparation ici à Dakar, 30 pénaltys. Et face à des bons gardiens, hein, Murillo, on sait très bien qu'il est très fort au penalty, Henry, Edouard Edouard. Mendy, Alfred, parce que c'était Alfred Ouais, Gomis. ça, t'es revenu. Sincèrement, j'ai dû en tirer 30 et j'ai marqué les 30. Je crois à 100% des pénaltys, je crois qu'il y avait moi et Ismaël Assar. On a marqué tous nos pénaltys. Et sans mentir, j'ai dû en tirer peut-être 23, 24 sous côté gauche. Parce qu'en fait, j'avais appris à tirer ce côté gauche parce que comme tu l'as dit, le penalty, c'est aussi un truc psychologique. Tu l'as dit toi-même, les gauchers, on a tendance à croiser. croiser. Et c'est moi, je l'ai compris, que les gardiens pensaient comme ça. Quand ils voient un défenseur arriver, ils disent ce qu'il s'est tiré lui. Ça va pas, ça veut tirer. Gaucher, il va croiser. Donc je me suis dit, Moussa. Ça va jouer la sécurité, quoi. Non, voilà. Donc j'ai compris ça. Je me dis, Moussa, il faut que tu apprennes aussi à tirer de ce côté-là. Parce qu'avant, je croisais beaucoup. Donc j'ai commencé à vraiment beaucoup tirer de ce côté-là.
Et comme j'ai dû en tirer peut-être 24 ou 25 sur 30, côté gauche. Et je les ai tous marqués. Donc j'arrive, séance de tir au but, bah, forcément je me mets dans la liste. Et voilà, quand je prends le ballon, sincèrement, je suis très serein. Je suis pas en surconfiance, pas du tout. Je suis vraiment serein. Bah, nous, on voit, en tout cas, nous, à la télé, on voit un mec qui a son ballon qui va pour le poser, mais c'est normal, en fait. Mais Je vois voilà. pas de stress particulier. Non. Moi, je vois pas un mec qui panique. Franchement, je vois rien. Non, Moi, pas du personnellement, tout. quand je regarde, je me dis, Mais ça va. moi, quand je joue, je stresse jamais. Je te dis la vérité, j'ai compris quand je stressais. C'est quand j'étais blessé et j'ai pas joué le deuxième match contre le Cameroun. Ouais. Quand j'étais en tribune, Ouais. j'ai compris ce que vous ressentez. Ouais, c'est dur, hein. Oh là 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 là. C'est Et atroce. regarder un match, c'est atroce. terrible. C'est C'est terrible, c'est atroce. le stress. Mais par contre, quand tu es sur le terrain, C'est du moins à différent. titre personnel, moi, en fait, je suis dans mon match, quoi. J'entends le public, je parle avec les gars, je suis concentré et j'ai zéro once de stress, quoi. Et pareil, là, quand c'est les pénaltys, bah, pareil, je prends mon ballon, je suis confiant, pas en surconfiance, juste comme il faut, en fait, je me sens bien. Quand je m'élance, quand je prends le ballon pour aller rejoindre le point de pénalty, je sais pertinemment que je vais ouvrir. Pour te dire la vérité, je suis même sûr à 99% que le gardien va aller de l'autre côté, qui va penser que je vais croiser. En fait, je m'étais fait le film dans ma tête. C'était carré. Je sais que je vais ouvrir et je m'élance. Je m'élance, je tire et poteau. Photo. Quand ça tape le poteau, pour te dire, je comprends même pas ce qui se passe. Ça tape le poteau, je me retourne direct, je vais rejoindre mes coéquipiers. À ce moment-là, je crois que je n'ai même pas encore assimilé que j'ai raté. Tu vois, j'ai pas assimilé. Je me souviens juste du bruit du poteau, du gang, et la foule qui se truc. crie, ouais. Avec un temps de latence. C'est même eux, je crois, tout. Tu sais, il y a eu un moment, c'était très, très étrange. Je me retourne, je vais me placer avec mes coéquipiers. Et c'est quand je me retourne et que je prends mes coéquipiers comme ça, il y a l'écran, voilà, tu vois, l'écran géant comme ça. L'écran géant, ouais. Là-bas, il y a Moussokro. Et là, je vois tu vois, V validé, et je vois une croix rouge. Quand je vois la croix rouge, je me dis, mais attends, c'est toi qui as raté? Et c'est là que je commence en fait à réaliser que j'ai raté. Et là, je me dis, non, c'est pas possible. C'est pas vrai ce qui se passe. Et je regarde l'écran comme ça. Et en fait, c'est l'écran qui me fait comprendre que j'ai raté. J'ai pas assimilé. La séance de tir au but continue. Et là, à ce moment-là, j'ai ce truc en moi, ce pressentiment, je me dis, c'est fini. On va se faire éliminer. Il n'y a pas un truc où tu te dis, allez, J'espère. aussi. Dans ma tête, je prie. Je me dis, Edouard, Inch'Allah, sans en moins, tu vois. Mais, tu sais, il y a les pressentiments qui ne trompent pas, tu vois. Je me dis, ça va se terminer à 5-4. Tu peux pas en avoir tapé 30 avant, être Il y a prêt un bug. mentalement. Il y a un Tu bug. sais que tu Ouais. sais que là, il y a. Il y a un petit bug. Tu te dis, non. Moussa, t'as pas raté quand même. Pas aujourd'hui, pas au 8e de finale de la CAN, pas avec le Sénégal, pas dans ce contexte, pas surtout cette CAN qu'on veut tous gagner, qu'on veut tous rapporter au pays, qu'on veut tous rapporter le back-to-back, faire le back-to-back. Tout ça, je dis non, c'est pas possible. Mais à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, ouais, non, on va perdre ce match. Bamba Dieng et Sadio vont les marquer. Et ça va se finir à 5-4. Et c'est le destin que c'est toi Finalement, c'est ce qui se passe. qui a dû rater ce penalty. Et tu en as eu des déceptions dans ta carrière? Parce que comme tu m'as dit, hein, des hauts, des bas, des hauts, des bas. À ce moment-là, c'est quoi qui... Comment tu le vis? C'est-à-dire que l'après, c'est-à-dire que le match, il est terminé, c'est fini. J'imagine aussi dans ta tête que tu te dis, parce que quand vous quittez l'hôtel là, vous quittez pas l'hôtel pour revenir faire vos valises et puis rentrer sur Dakar là. En fait, Il y a personne qui quitte l'hôtel en se disant, moi je rentre sur Dakar demain. Non, tout ce qui se passe, c'est bizarre. Genre, c'est comment bizarre. après genre, En fait, tout est étrange, c'est que quand Kessié marque le pénalty vainqueur, le dernier. tu vois, moi, je me souviens, je suis comme ça, et quand il marque, je me retourne, je marche sur la pelouse, je marche, et dans ma tête, je me dis, non, c'est pas vrai, cauchemar. Il y a El Hadjouf qui vient me voir direct, Khalidou Fadiga qui vient me voir direct, il me parle. Je peux pas du tout te répéter ce qu'ils m'ont dit. Est-ce que tu les entends même? Non, je peux pas te dire. Ouais, c'est un truc du genre, non, t'as fait une excellente motiver et CAN. tout, mais en réalité, toi, tu es dans ta bulle là. Tu viens de te créer une bulle de protection. Exactement. Parce que... En fait, quand il parle, c'est comme quand t'es dans l'eau. T'es dans la piscine, Ouais, quelqu'un te parle, donc ton... Ouais, je comprends. Je dis, tu sais même pas ce qu'il raconte. Je les vois juste, il y a des gestes, on me touche, mais on me touche pas en même temps, je sens pas. Tu vois, c'est trop bizarre. Ouais. C'est juste que tout le monde vient me parler. Il y a Gana Gay qui vient me voir. Il me dit, hey, Moussa, sois pas triste. Il était fou, t'as fait une excellente CAN. Depuis que t'es en sélection, tu fais des bonnes choses, sois fier de toi. Mais t'entends rien. En fait, t'es vide. T'es vide. Et là, je suis là, je marche, je gère sur le terrain. Tout le monde me parle. Il y a Willy Boly, mon coéquipier à Nottingham. à Nottingham, qui vient me parler. Sangaré qui me prend. Tout à fait, lui aussi. Qui me prend dans ses bras. Serge Aurier qui me cherche partout. Tu vois, il y a Jonathan Mamba, Nicolas Pepe, ils viennent tous me voir parce que c'est des gens que je connais très bien. Mais je t'entends rien. En fait, tu t'entends rien, tu es dans ta bulle. On va aller applaudir les supporters sénégalais.
je les applaudis. J'ai vu la vidéo il n'y a pas longtemps où j'applaudis, mais tu vois, c'est vide. Tu vois, le geste n'est pas. Tu vois, je suis juste vidé, quoi. Je suis vidé, je suis dans le vestiaire, on est là. Et là, c'est à ma tête, je me dis, donc là, on va rentrer. Là, nous, on avait prévu de partir dans 2 semaines. Ah, c'est ça, en fait. Et c'est là où tu réalises petit à petit. Moi, je suis dans le vestiaire, il y a Malou, le gars de la sécurité, Oui, Malou. qui vient me voir, qui me dit, Moussa, sors dehors, là. Je sors du vestiaire, je vois quoi, il y a ma mère qui est là. Ma mère, je ne sais pas comment elle a atterri là, hein. Elle est là devant le vestiaire du Sénégal, elle est en pleurs. Elle n'est pas bien parce qu'elle se dit, mon fils n'est pas bien. Elle dit, je sais que mon fils là, il va s'en vouloir parce qu'elle sait personnellement. Et te connaît. Et surtout ce que ça signifie pour moi. Ouais, Ce que la sélection signifie pour moi, l'objectif que j'avais avec cette CAN, que tout m'est dédié, toute ma carrière, toute ma saison était fondée sur ça, sur cette CAN-là, elle se dit, ah, ça va le tuer. Elle le sait. Et donc moi, quand je la vois pleurer… Tu pleures. Non. Non, j'ai pas pleuré parce que, en fait, sincèrement, moi, la dernière fois que j'ai pleuré, je crois, ouais, sincèrement, je crois que c'est le décès de mon père. Depuis, j'ai un blocage. Ah, depuis, pour le coup, là, je suis robotisé aussi. Depuis, le robinet, il est vide. Non, j'ai pas pleuré, mais justement, je me suis dit, ah, attends, Moussa, regarde dans l'état t'as mis ta mère. Je sais qu'elle est pas déçue de moi, mais elle a mal pour moi. Tu sais, c'est une différence, tu vois. C'est normal. Et je me dis, non, mais Moussa, t'es là, sois là pour la réconforter. Essaye de la rassurer que tu vas bien. C'est dur, parce que je vais pas bien, je suis triste, je suis déçu. Mais je prends ce rôle-là, je me dis, non, non, rassure ta mère, tu vois. Il y a Serge Aurier, il est là. Tu vois, c'est ça. En fait, il y a des choses qui m'ont touché, quoi. Je vois Serge qui prend ma mère dans ses bras, Cheikhou Kouyaté qui prend ma mère dans ses bras, Sangaré, tu vois, tu dis, le foot, c'est aussi ça, quoi. Il y a des moments magiques à travers C'est fou ce que tu dis moments là. de Moi, je trouve tristesse. ça, je trouve que c'est très beau ce que tu dis. Et je pense que c'est des coulisses que nous, on n'a pas eu l'occasion de voir. Parce que nous, dans notre tête, on se dit, ah bah, ils ont gagné, les Ivoiriens, ils sont partis. Et puis, c'est en mode, allez, Pas on s'en du fout. tout, pas Alors du qu'en tout. réalité, il y a beaucoup, je pense, d'humanité Et dans de le fraternité. de football. Beaucoup de fraternité. Vous connaissez, vous Tous. jouez en club, vous vous affrontez en club, il y a du C'est respect. ça. Et des deux côtés, C'est on ça. sait ce que la défaite, elle fait en fait, Ouais, en ouais. tant que telle, tu vois. Donc C'est tu ça. le ressens intérieurement et je trouve ça très beau de savoir que les joueurs ivoiriens Ouais, ont les eu à, joueurs ivoiriens, ils ont. à réagir comme ça. Comme je dis, il y a des joueurs avec qui j'ai joué en club, Mm. d'autres en sélection, ou d'autres que ce soit. On s'est tellement rencontrés qu'on a du respect mutuel. Mhm. On s'est croisés plusieurs fois aussi en France. Donc non, et il y a un respect incroyable des joueurs ivoiriens. Et je pense que si les Ivoiriens, ils se sont dit, on a fait quelque chose de grand, on a éliminé les champions d'Afrique. Et je pense que même les Ivoiriens, pour en avoir discuté avec eux, c'est même une certitude, ils savent qu'ils sont champions d'Afrique. C'est le déclic là, Ouais, c'est fini. ils Eux, ils savent- savent c'est ils savent mort, qu'ils ont ils savent gagné. c'est fini, ils vont Ils la savent chercher. qu'ils ont gagné. Parce que je pense que nous deux, les Sénégalais et les Ivoiriens, on s'est dit, le vainqueur de ce match gagne la CAN. C'est une certitude. Même quand tu vois le parcours, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. On est d'accord Quand tu vois là-dessus. le Et je parcours de pense- la Côte d'Ivoire, je pense que le Sénégal aurait fait la même chose, je pense. Voilà. Non, ils étaient très contents, ils ont fêté, c'est tout à fait normal, mais ils ont été très classe, tu vois, très Ça, très c'est classe. bien, ça. Même des joueurs que je ne connaissais pas sont venus me parler, mais je peux même pas te dire c'est qui, tellement j'étais dans, Ouais, non, dans, je mon, comprends. dans mon truc, tu vois. Mais voilà, donc c'est un moment très difficile, oui, c'est le moment le plus dur de ma carrière, c'est sûr. Mais Et la réception finalement, parce qu'après moi je me rends compte que immédiatement, c'est ça en fait, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on peut te crucifier ou on peut te soulever. C'est aussi simple que ça. Ouais. Ça se joue en 2-2. Ouais. Par contre, le peuple il t'a soulevé direct. En fait, ça c'est une dinguerie que moi j'ai vue et j'ai rarement vu ça. Ouais. Parce que franchement, tu rates un penalty comme ça d'habitude, mais mon gars, tu n'atterris même pas à Dakar. Hein. D'habitude, tu prends ton avion, tu vas à Paris, hein, mais disparaît de la circulation. Ouais. Reviens nous voir dans 4 mois quand on t'a oublié, tu vois. Ouais. En plus, on était dans une période où le Sénégal vivait des situations difficiles, Ouais. tu vois, politiquement parlant. Ouais. Et donc, du coup, tu te dis, le football est vraiment un vecteur de joie, de bonheur. Et moi, j'ai été surpris de la réaction du peuple sénégalais à ce moment-là, parce que tu me dis que tes coéquipiers, ils t'ont montré que vous êtes une famille, finalement. C'est vrai. Parce qu'ils ne t'ont pas, Tous, ils t'ont pas abandonné. En sélection, là, franchement, ils ont eu Ils t'ont montré vraiment qu'ils étaient derrière toi. Que Et le sous- peuple sénégalais t'a montré qu'ils étaient derrière toi. Ouais. Finalement, Moussa, on t'a montré que tu étais chez toi, en fait. Que tu étais un des nôtres et qu'on ne te lâchera pas. Et Et est-ce que ça t'a permis de te soulever après ce moment? Mais c'était. En fait, Stan, c'est exceptionnel ce qui s'est passé. Moi, je n'ai même pas compris. C'est-à-dire que, tu sais, comme si je ne suis pas trop sur les réseaux, mais de toute façon, que tu le veuilles ou non, tu le vois. Oui, c'est sûr. Tu vois, j'ai un groupe famille où Les après gars, le match, si je vois t'envoient des des screenshots, je vois il y a 115 notifications sur WhatsApp, tu dis, oh, Qu'est-ce flemme, qu'ils tu ont vois. encore fait? Flemme. Et moi, ils envoient des captures, des commentaires de gens, que ce soit sur Twitter, sur Instagram ou sur Facebook. Et c'est vrai que là, je vois les messages, je suis choqué. En fait, une vague d'amour qui est tout simplement exceptionnelle, extraordinaire. C'est fou. C'est fou parce que
comme je dis, je suis un passionné de foot. D'ailleurs, je sais très bien comment ça peut se passer en Afrique. Quand tu rates un penalty, On en a vu des pénaltys. Moi, j'ai l'exemple, par exemple, du Camerounais qui avait raté le penalty face à l'Égypte. Mais je pense que c'était les matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2006, si je ne m'abuse. En tout cas, les caméras pourront me dire. Mais genre, il y a eu une maison brûlée là-bas, au truc. Donc, on a eu des moments comme ça, des moments, voilà, des moments difficiles. Mais bon, ça fait partie de la passion du football. Mais finalement, toi, ça a été tout le contraire. C'était tout le contraire, une vague d'amour incroyable. Et ça faisait même pas un an que j'étais en sélection. Donc, c'est-à-dire que, jusqu'à aujourd'hui, je peux même pas t'expliquer ce qui se passe, ce qui s'est passé. Mais j'ai reçu une vague de soutien qui est tout simplement extraordinaire et vraiment au sens propre parce que je pense pas que ça soit, comme tu l'as dit, c'est pas commun et beaucoup me l'ont dit. J'ai eu la chance de parler avec des anciens, que ce soit Diomansy Kamara, que j'ai eu la chance de parler avec Salomon Kalou. Je l'ai croisé il y a quelques semaines au Gala de Ganagay. J'ai eu l'occasion de parler avec des Ivoiriens qui sont à Sangaré où on expliquait des histoires quand la Côte d'Ivoire s'est fait éliminer en une séance de tir au but en 2021 face à l'Égypte, je crois. Il y a un joueur, pareil, qu'on a brûlé les voitures de sa famille, sa maison, et qu'ils m'ont dit, ça, c'est rare. C'était c'était 2019, Côte d'Ivoire, Algérie. Ah, ça doit être ça alors. C'était à Suez. Ouais, voilà. J'étais au match. Ah, bah, voilà. J'étais à Suez. J'étais à Suez, je me rappelle très bien. Mais c'est ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'on m'a dit, ça, c'est pas commun. Côte d'Ivoire, Algérie. Notamment en Afrique, de recevoir une vague de soutien comme ça. Donc, profite. Et je pense que peut-être les Sénégalais ont peut-être ressenti ou savent qui tu es, tu vois. Et je pense qu'il n'y a rien de... En fait, il n'y a rien de plus plaisant parce que, comme je t'ai dit, moi, j'ai attendu cet appel de gens en sélection pendant longtemps, mais j'ai laissé les choses se faire parce que c'est comme ça. C'est le destin, je suis croyant et c'était mon destin que ça arrive aujourd'hui à peut-être tard ma sélection, mais comme s'il y avait une virgule à changer, je ne la changerais pas. Et que tout se peaufine comme ça s'est passé depuis que je suis en sélection, bah, c'est que c'était le destin et que c'était la volonté du jeu. Et la vague de soutien que j'ai eue, elle est vraiment extraordinaire. Donc j'en profite. Ouais, si vraiment. un message. Bah oui, parce que je n'ai pas forcément l'occasion, je ne suis pas trop sur le réseau et c'est pas trop ma façon de faire. Mais c'est vrai que bah, merci à tous. Hein. Franchement, merci à tous pour vos messages, vos nombreux messages de soutien. Et c'est même plus du soutien, c'est des messages d'amour que j'ai reçus, que moi ou ma famille, on a été très touchés. Et de toute façon, moi, j'ai toujours vocation à toujours donner à fond dans tout ce que je fais. Bah, là, vu l'amour que vous m'avez donné, là, je vais encore me donner encore plus pour le pays et pour cette équipe nationale. Et comme je l'avais dit sur mon post Twitter à ce moment-là, c'est que moi, je ne vais pas quitter la sélection tant que je n'ai pas gagné quelque chose. Hein. Ah, c'est sûr que non, c'est vrai que c'est un rêve de gagner quelque chose avec le Sénégal, mais quand tu vois cet amour du peuple, c'est juste extraordinaire et éternellement, j'en serai reconnaissant envers tous les Sénégalais. Tout à l'heure, tu me disais que voilà, ton rêve, finalement, c'est de remporter quelque chose avec la sélection. C'est tout le mal qu'on te souhaite. C'est d'aller chercher une Coupe d'Afrique des Nations à un moment donné, jouer un mondial aussi, parce que c'est quelque chose que tu n'as pas eu l'occasion de faire. Et en club, est-ce que tu as un rêve particulier en club que tu aimerais accomplir, une compétition peut-être que tu aimerais gagner un jour? Est-ce que tu as... Voilà. Tu vois, j'ai 28 ans. Comme si je n'ai pas encore joué l'Europe, je vais jouer l'Europe. Inch'Allah, je ferai encore des compétitions avec le Sénégal et on reportera des choses avec le Sénégal. Tu parles de la CAN. Moi, j'ambitionne même autre chose. C'est peut-être fou, les gens vont peut-être pas croire, mais j'ambitionne autre chose parce que je pense qu'à un moment donné, un jour, il y a un pays africain qui gagnera le mondial. Un jour, les Marocains n'étaient pas loin. Le Sénégal, le Cameroun, historiquement, sont arrêtés en quart avec des générations extraordinaires. Et tu dis encore une fois, ce petit pas qu'il fallait faire, moi, j'y crois. Moi, j'y crois parce que je me dis, un jour, un pays africain le gagnera parce que l'Afrique le mérite et il y a un vivier de talents extraordinaires en Afrique, pas qu'au Sénégal. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est une référence sur le continent et je pense qu'on est considéré pour la plupart, hors sénégalais, comme le meilleur pays d'Afrique. Maintenant, c'est sûr qu'il faut que ça se concrétise par des résultats et enchaîner. Il y a déjà eu un résultat il y a 2 ans avec la CAN au Cameroun. Mais moi, j'ai confiance en cette génération-là. Et Sénégal, en fait, la richesse du Sénégal, il y a toujours eu des générations de dingues. Et quand tu penses que la génération de dingue, elle est passée, la génération dorée, elle est passée, et finalement, il y en a toujours une autre qui vient impressionner également. C'est vrai, c'est vrai que... Il n'y a pas de classement à faire. C'est vrai qu'on ne s'y attendait pas, en fait. C'est vrai que ça se renouvelle assez rapidement. Et il y aura toujours débat sur quelle était la meilleure génération. Et c'est ça, justement, c'est ça là, qui est magnifique. Et comme je disais tout à l'heure, on parlait d'Amara Diouf, Lamine Camara, Pape Matar Sarr, Pape Gueye, Habib Diarra, Iliman Ndiaye et d'autres
qui vont arriver, qu'on ne sera pas prêt de voir arriver. En fait, c'est un vivier permanent. C'est un vivier permanent et c'est pour ça que j'y crois, dur comme fer. Quand ça sera, ça, j'en ai aucune idée. Soit en 2026, en 2030, en 2034, j'en sais rien, mais ça arrivera. Je pense qu'on va arrêter sur ces beaux mots-là et j'ai envie de dire, bah, ouais, c'est ce que je retiens, c'est le foot ne te changera pas. Ouais. Moussa Niakate, le foot ne me changera pas. Ouais. C'est sur ça qu'on va s'arrêter. Moussa, merci beaucoup. Merci à toi. C'était un Merci à plaisir. toi. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se recapter pour une nouvelle entrevue. Et l'entrevue prochaine, bah, ce sera la suite de l'histoire. Je suis sûr que tu as encore plein de choses à raconter. C'est ça, c'est ça. On est ensemble. Merci beaucoup.